Et l'enregistrement ici est lancé aussi. Hop. Non, bah c'est pas Ah, grave, c'est il y lancé aura un aussi. peu de Ouais, boulot de t'inquiète synchro. pas. Je l'ai lancé aussi, hein. Je tentais le décompte. Ok, tiens. Un, C'est deux, bon, trois. il est lancé. Ça C'est sonnait bon. avant de l'applaudir. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 36e épisode de Un podcast trans. Quand on aime, on compte pas, mais on continue à numéroter. Voilà, c'est Jenna. Ce soir, c'est moi qui vais essayer d'animer. Et autour de moi, j'ai par exemple Louis. Bonjour Louis. Bonsoir, moi c'est Louis, Liel, au cas où. Mais oui, Tout à indispensable. fait, voilà. Est-ce qu'on fait les updates de nos vies en même temps? Je sais pas, est-ce que... Seulement si t'as besoin, seulement si t'as envie. Non, juste il se passe beaucoup trop de choses dans ma vie en ce moment, genre j'ai besoin de vacances. fin de l'update. Ok, ça ressemble à un truc récurrent. Et Anne. Bonjour Anne. Salut! Alors moi du coup, Anne, toujours pronom elle, accord féminin. Euh, et puis update, je suis en France et j'aime pas ça. Comme nous toutes, hein. Oh là là. Oui, et Po. Bonsoir Po. Oui, bonsoir. Et ben moi, pronom je sais pas, langage épicène s'il vous plaît. Et update dans ma vie. J'ai regardé un film, il faut que je vous en parle. Plus rien là d'important. Bon voilà, et ben moi c'est elle, accord féminin aussi. Et on va commencer avec une actualité brûlante, ou peut-être une actualité froide, au choix. Et c'est Anne qui commence. Oui, alors moi j'avais envie de vous parler d'Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, donc si vous ne le savez pas, c'est un chanteur qui est un peu considéré comme un des pionniers, voire même un des fondateurs du genre heavy metal, et qui est mort la semaine dernière, le 22 juillet, euh, exactement 17 jours après avoir donné ce qu'il avait présenté comme son dernier concert. Donc voilà, timing plutôt pas mal. Bien Aux côtés organisé. des... Ouais, très très bien. Et concert du coup qu'il avait donné aux côtés des trois autres membres originaux de Black Sabbath, qui est le groupe qui l'a fait connaître à Birmingham, qui est un peu la ville de leur début. Pour faire rapidement le point, si vous êtes trop jeune ou si vous n'êtes pas forcément intéressé par ce style musical, Ozzy, il est connu pour avoir été, du coup, comme je l'ai dit, un des pionniers du heavy metal, avec Black Sabbath, dont il était le chanteur, avec un style un peu difficile à décrire, mais on va écouter des extraits un peu après. Tout au long des années 70, c'était le chanteur original du groupe. Ça a un peu changé depuis, entre-temps, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, by the way, ne montrez surtout pas le nombre de changements de line-up de Black Sabbath aux trolls qui étaient choqués qu'on ait trouvé une remplaçante à Chester Bennington, parce que je pense qu'ils vont faire un AVC, puis ils vont pas tenir le choc. Est-ce que c'était que des hommes? Ah, c'était que des hommes, certes. Bah du coup ça va. Et du coup, après s'être fait virer de Black Sabbath pour avoir un peu trop tiré sur toutes les substances possibles et imaginables, il a fait une carrière solo avec un très gros succès dans les années 80. Et après, il a connu un gros regain de popularité assez inattendu comme star de la télé-réalité sur MTV avec sa femme Sharon dans les années 2000. Il a été un autre précurseur, cette fois-ci dans un genre un peu différent aux US où des caméras suivent les célébrités dans leur vie quotidienne, plus ou moins scénarisées. Ça a été le cas aussi pour Paris Hilton ou les Kardashians. En France, ça a inspiré une émission moins remarquable qui s'appelait 60 jours, 60 nuits sur Canal+, avec Joe Star et Francis Lalanne. Entre la peste et le choléra. Et je sais que vous ne vouliez pas du tout savoir ça. Mais ça, on va devoir trouver des archives. Alors, regarde. Si j'avais envie de vous parler un peu d'Ozzy, c'est parce qu'il a fait partie des personnalités du monde de la musique qui ont le plus d'influence sur moi. Après, j'ai bien conscience que c'est pas un exercice évident parce que
Comme beaucoup de rockstars de son époque, très malheureusement, Ozzy, c'est pas spécialement un modèle. Et pour moi, il n'est pas question de décrire comme une idole un type qui a fait preuve notamment de violence conjugale dans les années 80. Donc voilà, ceci étant posé sur la table, je vais évoquer quelques points de la vie et de l'art d'Ozzy Osbourne qui me semblent personnellement quand même intéressants d'évoquer. Ozzy, c'était comme les autres membres fondateurs de Black Sabbath, quelqu'un d'issu de la classe ouvrière des quartiers un peu pourris de Birmingham, qui est déjà une ville industrielle bien touchée par la précarité et le chômage. Dès 17 ans, il a fait 6 semaines de prison pour tentative de vol. Et puis à toute époque de sa vie, il a connu le combat contre l'addiction à toutes sortes de substances. Il était atteint de dyslexie. Il avait un TDAH prononcé et diagnostiqué, et aussi très probablement un trouble dissociatif de l'identité dont il a déjà parlé en interview et qu'il a décrit en ces termes. Ozzy Osbourne et John Osbourne sont deux personnes différentes. C'est John Osbourne qui vous parle en ce moment, mais si je veux être Ozzy Osbourne, alors c'est ce qui prend le dessus. Il a également développé la maladie de Parkinson depuis le début des années 2000, mais c'est une information qu'il a gardée secrète quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Et là où ça devient intéressant, c'est que très tôt dans sa discographie, avec Black Sabbath, on retrouve un certain nombre de thématiques. La santé mentale, la paranoïa, l'apathie, l'incapacité à ressentir du bonheur ou même à se sentir intégré à la société. Je vais vous citer quelques paroles. Alors, c'était Geezer Butler qui était le parolier du groupe, mais tous les membres étaient considérés comme auteurs des chansons. Paranoïde. J'ai besoin que quelqu'un me montre les choses de la vie que je ne trouve pas. Je ne vois pas ce qui apporte le bonheur. Je dois être aveugle à ça. Dans Iron Man. Est-il mort ou vivant? A-t-il des pensées seulement? On va juste l'ignorer. Pourquoi devrait-on s'en soucier? Et dans Lord of this World. À la recherche de ton âme, qui ne sait où commencer. Ne peut trouver la clé de ton cœur cadenassé. Tu penses savoir, mais jamais avec sûreté. Ton esprit est malade, mais tu refuses de le soigner. Au début des années 80, dans sa carrière solo, c'est un aspect qu'il choisira de mettre encore plus en avant. Il évoquera même de façon assez frontale des pensées suicidaires dans une chanson qui s'appelle Suicide Solution. Et cette fois, c'est épaulé de son parolier Bob Daisley, que je vais vous citer d'autres paroles. Crazy Train. Les plaies mentales ne guérissent pas. Qui blâmer et quoi? Dans un convoi fou, je suis en train de dérailler. Et la bien nommée Diary of a Madman. Des voix dans l'obscurité m'arrachent à ma raison. Puis-je poser une simple question? De moi-même me sauver. La traduction est maison, elle est approximative, j'espère que les puristes me pardonneront. Mais moi, c'est en faisant ce travail de compilation des paroles de chansons qui m'ont un peu marqué que je réalise à quel point je suis triste qu'on ait choisi de retenir de lui qu'une figure un peu clownesque qui bouffe des chauves-souris sur scène, d'avoir résumé ça à un personnage scénique, provocateur, comme on le fait souvent dès que c'est pratique en fait.
c'est plus facile que d'envisager que ce soit que ça fasse écho à des douleurs, à des craintes, à des choses réelles. Et en vrai, ça lui a probablement pas laissé beaucoup d'autres choix que de jouer le jeu lui-même. Alors, mon souhait, il n'est pas spécialement de réhabiliter Ozzy Osbourne, parce que déjà, je pense que sa postérité se construira sans que j'ai mon avis à donner. Mais j'espère qu'un jour, les médias ils feront preuve d'un peu plus de responsabilité et de sérieux sur ces questions de maladie mentale, et cesseront de faire passer pour des lubies un peu rigolotes ce qui porte des noms. La dépression chronique, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, le TDAH, le trouble dissociatif de l'identité, et j'en cite que quelques-uns. Moi, Ozzy, c'est une personne qui m'a marqué pour ça, mais je l'ai découvert assez tard. Voilà, on peut espérer qu'à l'avenir, ce soit des sujets qui soient mieux traités. En tout cas, je l'espère. Trop bien. Merci beaucoup, T'es Anne. pas, t'es pas la présidente de la postérité des artistes. Je pensais, moi, que c'était toi qui gérais la postérité de tous les artistes. Bah oui, on attendait ton laïus pour savoir comment il fallait prendre, non? C'était pas... La directrice du bureau des cancels. Non, mais ça me fait penser qu'il y a quelqu'un que je suis sur TikTok qui fait des vidéos qui s'appellent Is your favorite celebrity a horrible person? Donc, c'est est-ce Ouais. que votre célébrité préférée est une personne horrible? Ah, c'est Et elle c'est qui quel- ouais. Ouais. Et mais non, mais en fait, ce que je trouve très intéressant dans ce qu'elle fait, c'est que elle parle de plein de trucs, mais que elle montre aussi bien les trucs négatifs que les trucs positifs, tu vois. Alors, il y a des personnes sur qui elle est très énervée, clairement. Genre, on en avait déjà parlé avec Jenna, où on n'est pas forcément d'accord avec certaines de ses takes, mais du coup, elle avait fait une vidéo sur Ozzy Osbourne qui était justement plutôt bienveillante par rapport à ces problèmes-là, et notamment ces problèmes d'addiction, où elle dit toujours qu'en fait, quand elle parle des addictions des artistes, c'est pas censé être un truc négatif, en fait. C'est genre juste, bah, il y a des gens qui galèrent avec ça, et ça devrait pas, on devrait pas avoir de jugement de valeur avec les gens qui ont des problèmes d'addiction. Ouais. Donc voilà, faudrait que je re-regarde sa vidéo sur Ozzy Osbourne et voir si elle en a fait une nouvelle depuis qu'il est mort. Mais Et je suis assez d'accord avec ça, et j'avais envie d'ajouter quand même une chose à son crédit. C'est qu'une de ses dernières prises de position de sa vie, ça a été de s'opposer à ce connard de Kanye West qui a réutilisé une chanson de Black Sabbath et de dire bah non, en fait, t'es un connard d'antisémite et je refuse. Voilà. Donc c'est pas devenu un sale droitard comme malheureusement beaucoup trop de monde dans le métal. Oui, ou de Voilà. musiciens anglais de manière générale. Oui. Et C'est rigolo parce que en fait, je connais pas du tout sa musique. Et parce que je crois que je me suis arrêtée au personnage et que du coup, j'ai pas creusé quoi. Mais les images de début de carrière sont tellement anciennes que, en fait, les premières images sur scène, c'était avant le concept de black metal. Donc il était là avec des chemises avec des grands cols et des pattes d'éléphant à la télé britannique en fait. Et c'est rigolo de les voir avec ces chansons-là, mais avant les costumes, avant les Ouais, personnages. oui, ils ont un peu inventé l'esthétique Bah oui. plus heavy metal du coup, hein, pas black metal, je précise, sinon on va Autant se faire pour moi. taper. merci. oui, j'allais dire le black metal, c'est pas Axiali. Oui, mais il se réclamait quand même de pouvoir faire noir et pas pouvoir faire plus noir que ce qu'il faisait. Enfin, parce que j'ai lu un très bel article sur la typographie dans les premiers albums de Black Sabbath hier. Oui, je l'ai lu aussi, je recommande. Mais c'était quand même pas le genre de musique. Tout à fait. Parce qu'on aime bien ranger les choses. Oh là là. Les étiquettes, c'est important. Mais non, mais pas si- Bon, on va se lancer sur le. En J'en tout fais cas, tomber mon Steam Toy. Merci, donc, je comptais sur toi pour m'éclairer sur par quelle chanson commencer à m'y intéresser, et ça me fait une bonne piste. Et au moins ce que tu vas devoir écouter au montage. Exactement. Mais du coup, pardon, je sors des rails. Ça te donne envie de faire un épisode sur le black metal avec moi.
sur le métal dans son ensemble et les différents courants et la chronologie du truc. Et... Faut qu'on fasse des sujets sur les trucs qu'on aime bien quand même. Le nombre de nazis qu'il y aurait dans les line-up quand même. Oh mon dieu, c'est tellement dur de trouver. Surtout dans ce genre-là. Bah ouais. Non mais je suis désolée d'avoir fourché entre Heavy et Black pour qu'on arrive à parler de Nazi alors qu'on parlait de Oui, pardon. Nazi Osborne. désolé. Pardon. Tout à fait. Non, Ozzy Osbourne n'était pas un nazi, justement. Tout à fait. Recentrons. Est-ce qu'on a d'autres choses sur ce sujet? Moi je suis pas très fan de sa musique parce que c'est pas le style de métal que j'écoute d'habitude, mais c'est quand même, comme disait Anne, une des figures emblématiques du début du heavy metal et qui a posé énormément de choses. Ça fait quelque chose de le voir disparaître. Ouais. C'est un symbole, quoi. J'aime bien les artistes qui vieillissent bien, comme ça. Et sans rien savoir de sa vie artistique, j'avais une sorte de tendresse éloignée pour le personnage. Qui avait toujours été là, quoi. Mais qui est en plus, qui a l'air attachant. Dans son grand âge. Oui, en plus, il s'enregistre à faire des reprises un peu sympas avec sa fille notamment, et ça peut. Il y a des petites choses un peu touchantes qui ont été faites sur cette bonne dernière vingtaine d'années qui sont assez intéressantes. Ouais, moi c'est vrai que Black Sabbath, j'écoute un petit peu, mais parce que j'ai des périodes, enfin, je fonctionne par cycle, et généralement c'est dans les mêmes cycles où j'écoute du Led Zeppelin, tu vois. Enfin, Paranoid, genre, c'est, je pense, celle que je m'écoute le plus. Enfin bref. Voilà. Je vais pas le faire à la bouche parce que voilà, tu mettras le. Du coup, enfin, Tu l'as fait parce que- du coup un peu quand même. On va complètement Un te petit peu. laisser a cappella là-dessus. Non. Mais du coup, c'est marrant parce que vraiment, même quand t'as dit les paroles traduites, je l'ai eu dans la tête après, tu vois, j'étais en mode, hey, that clicked. C'est que la traduction était bien. Oui. Elle J'ai était essayé. sensible au fait de faire une traduction artistique et pas juste littérale. De garder des rimes dans la traduction. Tout à fait. Très Ça, c'est un bonne truc. traduction, et les puristes on les emmerde. Et... Oui. Sans transition, Louis. Sans toujours transition. avec transition, enfin. Ouais, mais alors là, je t'avoue que elle est pas simple. Ouais, je sais pas comment. Autant pas faire un truc bancal. Hein. On fait toujours des bonnes transitions. Vas-y, Louis. Est-ce que Birmingham a une équipe de roller derby? Oui, tout à fait. Hey, très Eh bien. ben voilà ta transition. Voilà, ma transition. Oui, Birmingham a une équipe de roller derby. Je l'ai pas beaucoup connue parce je crois qu'elle est. Alors, je vais pas vous sortir le classement de la WFTDA, qui est genre l'organisme international de roller derby. Mais je crois que Birmingham est pas si bien placé que ça parce que je les ai pas beaucoup vus. Enfin, je les ai jamais vus jouer. Non, mais c'est un peu comme genre il y a des équipes françaises qui sont pas si bien classées parce qu'elles jouent pas trop au niveau européen. Et Parce du qu'elles coup, sont pas bonnes, mais oui. On a bien entendu ce que tu disais. Mais tu vois, par exemple, j'ai vu Rainy City jouer, j'ai vu Londres jouer, alors que Rainy City, moi je savais pas où c'était Rainy City Ça avant tacle beaucoup, dis donc. Non mais je savais pas que cette Ça ville jette au existait avant sol, de voir même. des gens jouer. Ça donne des Ah. coups d'épaule. Exactement, c'est le principe du sport, tu donnes des coups d'épaule. Non mais alors je pense que j'ai déjà mentionné plusieurs fois dans ce podcast que je faisais parce que cette saison je n'ai pas joué, mais et que j'arbitrais, que j'étais dans le roller derby, mais je sais pas si j'ai déjà fait concrètement un sujet sur le roller derby pour expliquer ce que c'était. Je crois pas. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion parce que, petit brag, j'ai arbitré la Coupe du Monde de roller derby en Autriche le mois dernier. Petite pause pour que tout le monde applaudisse Louis. Clap, 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 clap. Et que j'ai atteint les 100 matchs cette saison d'arbitrer aussi. Clap, clap. Et alors, Ouais. bon, ça va être très éparpillé comme chronique parce que j'ai pas du tout préparé le truc. Mais sachez que j'ai appris qu'il y avait des rewards selon les centaines de matchs que tu atteins. Ok. Et pour tes 100 matchs, tu as droit à a big nothing.
Donc, un gros rien du tout. Les 200 matchs, je sais plus, mais les 300 matchs, je sais que c'est une cape parce que j'ai 2 amis qui ont atteint les 300 matchs pendant la Coupe du Monde et il y a une de ces personnes à qui il faut que je fasse une cape qui est britannique d'ailleurs et c'est un peu l'excuse pour qu'elle revienne arbitrer en France parce qu'elle y vient de temps en temps et j'étais en mode si tu veux ta cape, il va falloir que tu reviennes arbitrer en France. Et Voilà. est-ce que tu sens la prochaine centaine de matchs atteignables? Alors, en vrai, ça dépendra de mon état de santé mentale parce que, mine de rien, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de week-ends passés dans un gymnase très bruyant avec. Donc, et sachant que si je veux me garder des week-ends pour prendre soin de moi et pour faire du drag et ce genre de choses, voilà. Potentiellement, la saison prochaine, je pourrais, vu que je compte pas reprendre le jeu tout de suite, tant que je suis pas un peu posé. Et surtout que j'ai la chance d'être dans un club qui défraie les arbitres. En fait, les arbitres sont considérés comme une équipe à part entière. Et nos déplacements sont défrayés, ce qui n'est pas le cas de la majorité des ligues, parce que c'est quand même un sport qui est assez niche et qui, du coup, n'a pas beaucoup de financement. L'intérêt du club où je suis, c'est que c'est une grosse ville, et c'est une grosse ville qui n'a pas plusieurs clubs, ce qui est assez rare. La majorité des grosses villes ont 2 à 3 clubs de derby différents. Du coup, forcément, Les fonds se dispersent. ouais, les Subventions. subventions. Merci, c'était ça que je cherchais. On se disperse un peu. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est le roller derby? Parce que ça vous fait une belle jambe, toutes ces traditions un peu rigolotes que je suis en train de vous expliquer. Le roller derby, c'est un sport américain à la base, qui est né dans les années 50-60, j'ai pu rechecker le truc, et qui est à la base un sport féministe de base. C'est-à-dire que c'est des meufs qui se sont dit, nous, on veut faire un sport à nous, entre meufs, où on va se taper dessus. C'est de la bagarre sur des patins à roulettes. Voilà. C'est la meilleure, c'est la manière la plus simple de la décrire. De base, ça se faisait sur des pistes inclinées. Je sais pas si vous avez vu le film Bliss avec Elliot Page dedans. Oui. Voilà, et donc c'est du vieux roller derby. Le roller derby comme il se faisait il y a genre plus de 20 ans, même il y a 30 ans. Je pense que le film, il a plus de 20 ans, ouais. Oui. Donc à la base, ça se faisait sur des pistes inclinées, un peu comme les pistes de vitesse de patins en inline, donc pas de roller. Maintenant, ça se fait sur une piste plate. Il y a beaucoup plus de règles sur comment on peut impacter les gens. Ce n'est pas du catch comme ça peut l'être dans Bliss. Il y a 2 équipes qui sont en même temps sur ce qu'on appelle le track, donc c'est l'espèce de piste oblongue sur lesquelles les gens sont. Il y a 5 personnes de chaque équipe qui sont en même temps sur le track. Et comme c'est un sport américain, c'est un sport à rôle. Vous savez que la plupart des sports américains, type le baseball, type le football américain, les gens ont des rôles avec des règles spécifiques qui sont associées à ce rôle. Très basiquement, dans Comme le le roller derby, loup-garou. il va... Pardon? Comme le loup-garou. Comme le... C'est le seul sport que je connais. C'est fou, tu fais du tir à l'arc. Ah oui, pardon. C'est très solitaire le tir à l'arc. Il y a pas il y a un rôle. Dans le roller derby, il va y avoir les gens qui bloquent et les gens qui jamment. Les gens qui jamment, c'est des personnes qui ont une étoile sur le casque et c'est les personnes qui marquent les points. Globalement, quand je l'explique, c'est la balle. Et le but des gens qui bloquent, ça va être d'empêcher la personne qui jamme en face de passer. Et pour les personnes qui jamment, c'est de dépasser le plus de bloqueuses adverses. Il y a des petites subtilités, du genre la première personne qui sort du groupe de joueuses a le lead, ce qu'on appelle le lead, et peut arrêter un jam plus tôt. Un jam, c'est 2 minutes maximum, parce que c'est très cardio comme sport, donc c'est 2 périodes de 30 minutes divisées en jam de 2 minutes. Et tu peux arrêter le jam plus tôt, donc ça fait généralement moins de 2 minutes, parce qu'il y a une personne qui prend le lead et qui arrête le jam avant que la personne adverse puisse marquer des points. Parce que sortir en premier du groupe de joueuses, ça n'empêche pas la personne derrière de sortir et de te talonner et de potentiellement te dépasser et marquer des points à ta place. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près les bases de qu'est-ce que c'est. C'est un sport qui a beaucoup de règles, il y a genre littéralement 80 pages de règles. Donc c'est très bien parce que quand tu commences à jouer, tu te prends plein de fautes et t'oublies de... Enfin voilà, tu te prends des fautes en mode « Ah punaise, oui, j'avais oublié que c'était cette situation-là spécifique. » C'est pour ça qu'il faut des artistes autistes.
des arbitres autistes. Oui, tout à fait, c'est un sport de nerd. Très peu de personnes neurotypiques chez les arbitres dans ce sport. Et ah oui, et aussi une des règles qui est importante, c'est que les bloqueuses doivent rester à moins de 3 mètres les uns une des autres pour que ça fasse un espèce de ce qu'on appelle le pack, donc quelque chose de cohérent. Ce qui évite en fait que les jammeux se fassent chasser concrètement tout le temps. Enfin, sinon, en fait, il n'y a pas de limite à te faire bloquer. Donc, voilà. C'est un sport qui est très intéressant sur la construction des règles parce que les règles évoluent constamment en fonction des règles de sécurité ou des règles de fairness. Enfin, c'est un sport qui a vraiment eu plein d'itérations en termes de règles. Et quand j'en parle un peu aux gens où je dis c'est un peu du rugby sur patin, bah oui et non parce qu'on a quand même vachement plus de règles en termes de sécurité dans les impacts qu'on fait, aussi parce qu'on est sur patin et qu'on va vite et que du coup bah, quand on se prend des impacts, on se prend des gros impacts. Mais du coup j'ai l'impression qu'on se fait moins de blessures graves qu'au rugby. Question mark, j'ai pas les stats. Euh, Vous portez des casques aussi. ouais, bah alors casque, oui, casque, protège-dents. Ça aussi, ça aide enfin, sur les commotions et tout. Protège poignet, protège coude, protège genou. Et des fois, il y a des gens qui mettent aussi des protèges tibia. Parce que ça arrive que tu te prennes des. Voilà. Si vous avez l'occasion de voir du roller derby, allez-y, parce que les événements à domicile, c'est aussi ce qui permet au club de financer les déplacements des équipes. Donc, si vous voyez dans votre ville ou dans votre entourage des gens qui connaissent du roller derby, ou si vous êtes dans une ville et vous vous dites tiens, est-ce qu'il y a un club de roller derby, tapez le nom de votre ville ou de la grosse ville la plus proche et le roller derby, vous allez tomber sur l'équipe la plus proche. Et c'est très intéressant à voir. Perso, j'ai mis ma coloc à ça et pour qu'elle accepte de rester 2 week-ends complets dans un gymnase plein de bruit avec son casque anti-bruit juste pour regarder, alors majoritairement des personnes queer, c'est un peu un sport de lesbienne, on va dire ce qui est. Et du coup, pour voir des lesbiennes se taper dessus, Musclé. oui, aussi. On devrait aller voir, qu'est-ce qu'on pense? Ah, c'est bien vendu. Bah oui, je trouve. Franchement, une fois que vous avez les bases en gros, vous suivez la personne avec l'étoile sur le casque pour comprendre un peu comment les points sont marqués. Vous avez la base et vous avez forcément trouvé des gens autour dans les gradins qui connaissent un peu mieux, qui vont vous expliquer un peu ce qui se passe parce que bah il y a majoritairement des gens qui sont des proches de personnes qui jouent ou des gens qui sont dans le sport qui viennent regarder le sport. C'est très peu des gens qui connaissent, qui sont extérieurs au milieu qui viennent voir. Donc c'est pour ça, j'incite les gens à y aller. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ça se voit que j'ai préparé mon sujet très très bien. C'est très bien pour l'instant. T'as mentionné Bliss, Oui. qui s'appelle Whip It dans la version originale, et qui doit être un film genre de la fin des années 90, tellement c'est vieux. Je crois, ouais. Et 99. oui, écoute, bienvenue au club. Est-ce qu'il y a des films plus récents sur le sujet que tu recommanderais? Ou d'autres œuvres? Il y a un documentaire qui a été fait, je sais, mais je n'ai plus le nom. Ok. Donc je ne saurais pas quoi vous recommander, à part peut-être d'aller sur la chaîne YouTube de la Coupe du Monde de roller derby pour voir des retranscriptions de matchs. Il n'y aura pas celle de cette année, il y aura celle de l'année dernière. Je pense que celle de cette année, les retranscriptions de matchs vont se faire bientôt. Oui, si, je sais où je voulais aller. C'est un sport qui est très féministe de base, mais qui du coup est devenu très queer avec le temps. C'est même marqué dans les règles internationales que les personnes jouent dans la catégorie dans laquelle elles se sentent le plus à l'aise. Ce qui fait qu'on a pas mal de personnes trans, que ce soit des personnes transmasques ou des personnes transfemmes d'ailleurs, qui jouent dans la catégorie féminine, parce que c'est la Woman Flat Track. Il y a un D quelque part et je ne sais plus, mais bref. Derby? Ah, ok, Woman Flat Track, WFTDA, Woman Flat Track Derby Association. Ok, c'est ça. T'as vu, je suis. C'est bien. Mais c'est marqué dans les règles en fait que les gens ont le droit de jouer là où elles se sentent le mieux. Du coup, il y a pas mal de personnes trans, il y a pas mal de personnes queer en général. J'en parlais à des gens qui sont plus anciens du derby que moi. Moi, c'est ma 3e saison, donc j'ai commencé post-Covid, mais des gens qui me disaient que même par rapport à pré-Covid, ça devient de plus en plus queer en termes de personnes qui jouent, en termes de personnes qui jouent à haut niveau, en termes de personnes qui arbitrent à haut niveau aussi. Et pour ça fait plaisir en fait. C'est vraiment un sport qui est
très politisé de base. Enfin, je veux dire, pendant la Coupe du Monde, il y avait quand même des. Quand l'équipe italienne arrivait, les gens ont lancé des siamo tutti antifascisti, mais genre de voir tout un stade scander ça avec des drapeaux palestiniens, avec des pancartes Trans People Belong in Sports. Enfin, les personnes trans ont leur place dans le sport. On a un Discord de personnes trans du derby. On pourrait littéralement faire une équipe complète. Une équipe, c'est 15 personnes. On pourrait genre faire 2 équipes et s'affronter tellement on est de personnes trans en France à faire du roller derby. Et du coup, pour ça, j'avais très peur cette saison, comme je joue plus, de perdre un peu contact avec le sport. Mais en fait, j'ai eu des occasions trop bien. J'ai fait des matchs internationaux pour la première fois cette saison. Ah non, non, c'est pas vrai. J'avais déjà fait Montpellier-Barcelone une fois. Mais, mais ouais, j'ai pu arbitrer à des très hauts niveaux que je pensais pas arbitrer si on m'avait demandé la saison dernière. Et j'ai pu aller à la Coupe du Monde, ce qui était une aventure en soi. Et la Coupe du Monde a aussi ce truc où c'est pas forcément des pays, il y a aussi des équipes minorisées, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui s'appelle Black Diaspora, donc la diaspora noire, où c'est que des personnes noires qui jouent. Il y avait une équipe juive donc, qui était uniquement, des personnes juives de différents pays en fait qui jouaient roller derby, qui jouaient ensemble. Et il y a pas mal d'équipes comme ça, mine de rien. En fait, il y avait l'équipe d'Essy qui est des îles du sud de l'Inde. Je dis pas de cette bêtise. Daisy, c'est le nom de l'Inde et autour, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, il y avait une équipe de ça, mais c'est du coup pas forcément des gens qui habitent là-bas, mais des gens qui sont issus de ces cultures-là. Et il y avait une équipe où c'était Hawaï, Haïti. En gros, un peu. Les îles avec un H. Non, parce qu'il y avait aussi. Mais tu vois, ils sont arrivés avec un drapeau de la Kanaki, tu vois, à la fin pour leur prise de parole. Donc, c'est quand même un sport qui permet à plein de personnes marginalisées de pouvoir prendre de la place. Et je trouve ça beau. Malgré le fait que ce soit un sport qui coûte très cher. Qu'est-ce qui coûte cher C'est dedans? les patins et les protections, principalement. Des bons patins. Franchement, la majorité des personnes qui jouent à très haut niveau ont un SMIC au pied. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Genre, et en plus, c'est des gens qui généralement ont plusieurs sets de roues parce que, en fait, les roues, tu peux changer l'épaisseur, la dureté. Et en fonction du type de sol, il y a des gens qui changent leurs roues pour que ce soit il y ait plus ou moins d'adhérence. Pour avoir des pneus neige et tout. C'est un peu ça. C'est un peu le même principe que genre mettre des pneus neige ou mettre des pneus d'été. C'est le même principe. Mais tu vois, enfin, j'ai mon set de protect de genoux que je répare depuis 3 saisons parce que j'ai pas les moyens de m'en racheter des aussi bien. Il a coûté 50 balles. Enfin, donc, et c'est pas du plus haut de gamme. Pareil, le casque que j'ai, il a coûté genre plus de 50 balles. Donc c'est un sport qui, mine de rien, coûte cher. Après, il y a pas mal de reventes aussi. Il y a pas mal d'entraides communautaires. Typiquement, j'ai l'équipe avec laquelle je jouais donc à Montpellier la saison dernière. Bon, la saison d'avant maintenant parce que la saison est finie. Donc. Mais quand je jouais, c'est mon équipe a fait une cagnotte pour mon anniversaire pour que je puisse m'acheter des bons patins parce que j'ai des vieux patins qui correspondent pas à mon style de jeu et qui en plus sont pas bons pour mes chevilles. Et donc, du coup, je les ai pas encore achetés parce que j'ai pas pu recommencer le sport, mais j'ai cette petite cagnotte qui attend pour pouvoir me payer mes patins de mes rêves qui correspondent vraiment à mon style de jeu. Je conclus que les arbitres, ils sont pas sur roulette. Pas tous, oui, je peux préciser ça. Il y a quasi autant d'arbitres que de joueuses sur le track, et il y a 2 types d'arbitres. Il y a les arbitres en patin, qui ont des rayures, comme dans beaucoup de sports américains, et les arbitres sans patin, qui sont en noir. Voilà. Qui étaient à une époque en rose, donc du coup, c'est les zèbres et les flamants roses, mais maintenant on est en noir. Voilà, c'est si vous voulez un peu le lore. Mais c'est trop bien. Les flamants noirs. Oui. Du coup, voilà, il y a plein de petits trucs où vous allez avoir des gens qui ont des petits trucs zèbres ou des petits trucs ou des petits flamants roses parce que quand ils vont arbitrer à certains endroits, enfin, il y a des gens qui ont des plaies, qui quand ils jouent pas, ont des plaies zèbres pour pour pas se refroidir entre deux matchs s'ils doivent se remettre sur patin après. Enfin, c'est un peu mignon. Et il y a aussi des petites traditions au sein des arbitres qui sont très rigolotes, et notamment j'ai fait un truc que je rêvais de faire depuis que je sais que ça existe.
qui s'appelle la Umlaut Certification. Ok. Et du Qu'est-ce coup, que la... t'es obligé de parler avec des umlauts tout le temps, c'est ça le... Non, alors, la Bravo. Umlaut Certification, Bref, pardon. il faut que je... Oh non, j'ai oublié. Il faut que j'explique un truc avant. C'est que quand on joue au derby, ou quand on arbitre du derby, on choisit un derby name. Ah oui. C'est un peu comme le drag, où... Je dis qu'il existe un diagramme de Venn où c'est les noms de drag, les noms de roller derby et les noms d'actrices porno, et qu'il y a vraiment un diagramme de Venn qui existe, genre ces noms-là. Mhm. Donc quand tu joues, tu choisis un numéro aussi, mais tu choisis aussi, avant tout un nom de derby, et mon nom c'est Tranceratops. Donc généralement les gens ils m'appellent Tops ou Totops. Si vous voulez plus d'anecdotes là-dessus, personne m'appelait par mon derby name quand j'étais à Montpellier parce que tout le monde me disait on va pas t'appeler Top en fait, ce n'est pas cohérent avec le personnage. Voilà. Je n'ai rien dit. Ça induit en erreur tout le monde et tout. Publicité mensongère. C'est ça. Et après, quand j'ai commencé à arbitrer à haut niveau, j'ai demandé à ce qu'on m'appelle Totops parce que quand il y a des gens qui, de l'autre bout du track, te gueulent Trans et c'est un peu en mode. D'abord, il n'y a pas Alors- que toi. Et puis... Oui, c'est ça. Genre, je veux dire, tu peux le faire, mais on va être plusieurs à se retourner en fait. Genre, ça ne fonctionne Puis c'est pas top quand même comme manière de... Non, c'est trans. pas. Ça. Enfin bref. Pour revenir à la Umlaut Certification, Oui, pardon. il faut savoir que fut un temps, c'était très compliqué pour les arbitres européens de choper la certification internationale, parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une certification internationale qui vienne t'évaluer pour que tu puisses le faire, pour que tu puisses l'avoir. Et du coup, pour inciter les personnes américaines notamment à venir en Europe, il a été inventé la Umlaut Certification, qui te permet de rajouter un caractère spécial du pays dans lequel tu es venu arbitrer sur ton nom de derby. Ok. C'est J'aime. une cérémonie qui a été inventée par le roller derby allemand et qui consiste à déjà avoir une personne qui est Umlaut Certified et qui te fait un discours très long et très chiant. Dans les coins. Ensuite, on prend ce qu'on appelle du browser, qui est une espèce de poudre qui te permet de faire des sodas normalement. Donc c'est une poudre en fait qui, quand on la met dans du liquide, mousse un peu et a différents goûts. J'essaierai de vous laisser chercher. Ça s'écrit P-R-A-U-S-E-R, je crois. Et donc, d'abord, on prend ça. Donc, on prend cette poudre, on la met dans la bouche. Après, on a un shot de... Non, alors, pour les gens qui boivent de l'alcool, de vodka, pour quand on est comme moi, il y a des spiritueux sans alcool ou de l'eau. On prend le shot, on n'avale pas, on secoue la tête. Donc, ça mousse énormément. Donc, comment vous dire que j'ai failli tout... tout évacuer par terre, mais Et après, on avale, et ça y est, on est Umlaut Certified, et on a le droit de rajouter sur son nom de derby un caractère spécial. Donc moi, j'ai rajouté un Umlaut sur le haut de Tranceratops. Donc du coup, je suis Tranceratops, maintenant. C'est ridicule. Oui, j'adore. Oh mon dieu. Et donc, tu peux aller jouer au Danemark pour ajouter une barre et tout ça? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Et en plus, il le dit avec enthousiasme. Mais oui. Mais parce que ce qui s'est passé cette saison, c'est que j'ai fait 2 événements européens en France avant de venir, avant d'arbitrer en Autriche pour la Coupe du Monde, et c'était la première fois que j'arbitrais à l'étranger. J'avais déjà joué une fois à l'étranger parce que Montpellier et Barcelone, c'est pas si loin que ça, donc on était allé jouer en Espagne. Mais j'avais jamais arbitré à l'international. Et du coup, il y a un événement européen à Toulouse qui s'appelle Capital Clash, qui est très connu. Et j'ai des potes qui ont déjà eu leur Umlaut Certification là-bas, et j'étais en mode trop bien, j'y vais cette année, je vais pouvoir être Umlaut Certified. Il y avait pas d'allemand. J'étais en mode bon bah super. Ensuite j'ai fait West Track à Nantes, et là il y avait des arbitres allemands, et il y avait une personne qui m'a dit promis à West Track on te fait ta Umlaut Certification, sauf que aucun allemand n'avait amené le browser, donc en fait on pouvait pas me faire ma cérémonie. Et j'étais là en mode, mais moi je veux ma certification. Et quand j'ai commencé à avoir des potes qui avaient leur 2e certification pendant la Coupe du Monde, je suis en mode, mais pourquoi vous en avez une 2e et moi j'en ai pas? Et c'est là où une arbitre de notre crew a fait, attendez, venez. Et j'étais en mode, yes, c'est le moment. Voilà. Quel caractère ils rajoutent les gens qui viennent de l'étranger en France? Les cédilles, Oui, Ok. cédilles ou l'accent.
les accents circonflexes ou aigus, parce qu'il y a plein de pays où il n'y a pas ça. Oui, c'est vrai. Donc, quand tu vas en Espagne, tu rajoutes la ñ généralement. Donc, ouais, ça dépend vraiment de quel pays tu viens. Mais pareil, tu vois, genre, c'est rajouter des caractères spéciaux de ton pays aussi, tu vois, parce que. Tu pourrais faire 7 ou 8 voyages au Vietnam et continuer à rajouter des symboles différents, c'est trop cool. Bah alors, il y avait une équipe vietnamienne, mais je crois que c'était principalement des personnes de la diaspora vietnamienne pour le coup. Ouais. Et pas une équipe du Vietnam de gens qui s'entraînent au Vietnam. Mais qui avaient du merch sympa et qui était je sais pas combien elles ont fini, j'ai oublié de regarder mais bref, tout ça pour dire, c'est un sport qui est très chouette avec des traditions rigolotes. C'est très beau à avoir joué, c'est assez impressionnant parce que bon, il y a des gros impacts, donc au début vous allez faire un peu des mais vous inquiétez pas, il y a un truc qu'on dit des fois, c'est ça fait mal mais c'est légal. Je sais pas si c'est un bon motto, ça, quand même. C'est rassurant. Si c'est légal, c'est probablement que il y a le plus que tu vas avoir, c'est un gros bleu ou peut-être tu vas te fouler quelque chose. Ok. Oui, du coup, c'est ce que tu disais, il n'y a pas de blessure parce que le règlement tient compte des... C'est Alors, bien la sécurité. un sport où le... Je dirais pas qu'il n'y a pas de blessure, parce Oui, qu'il y a quand même moins. ma capitaine qui s'est déjà pété le nez, parce qu'elle s'est pris il y a quelqu'un qui est tombé en avant et qui le casque a tapé sur le bout de son nez. Donc, il y a des gens qui se font des chevilles, il y a des gens qui se font des genoux assez régulièrement, parce que en fait, on est en position de squat, en fait, constamment pour bloquer. Donc, forcément, il y a... Les genoux et les chevilles, je les ai plus vus en entraînement qu'en jeu. J'ai eu mal aux genoux rien qu'en entendant la phrase. Donc ouais, je vais pas dire qu'il n'y a pas de blessure et qu'il n'y a pas de blessure grave parce que c'est pas vrai. Mais enfin, tu vois, il n'y a pas ce truc de comme rugby, genre ils finissent tous avec des commotions cérébrales à un moment donné, tu vois. Enfin, je veux dire, tu regardes les rugbyman en fin de carrière, ils sont. Enfin, je trouve que par rapport à d'autres sports de contact, on s'en sort pas trop mal. Ouais. Et il y a des tranches d'âge assez variées. C'est aussi ça qui est génial. Je connais des personnes qui font du derby qui ont plus de 40 piges. Et t'es vieux. Non mais, tu vois, quand tu fais un sport de contact qui est hyper cardio, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, pareil, tu vois. Et aussi, en termes de morphologie, t'as des personnes qui sont très petites, des personnes qui sont très grandes, des personnes très fines, des personnes qui sont grosses. Enfin, vraiment, c'est un sport qui est hyper inclusif pour tout le monde. Ouais. Et je trouve ça très beau. Et je suis très content de faire partie de ce sport et d'avoir réussi à garder un contact avec cette saison, malgré le fait que je pouvais plus patiner. Tu le vends bien, ça fait très envie. Oui, allez-y. Moi, pour l'anecdote, du coup, sur le côté queer réputé du roller derby, en fait, là, actuellement, je suis une formation depuis quelques mois, et dans la formation, il y a un gars qui a annoncé le premier jour, qui s'est présenté, et qui a décrit parmi d'autres choses, qui a dit qu'il fait du roller derby. Et j'étais en mode, attends, c'est quoi ton truc à toi? Tu es queer de quelle manière? En fait, non, a priori, pas du tout. Alors, Pas il encore existe, Très surprenant. il existe le masculine roller derby. Ouais. Donc, c'est des compétitions et des trucs qui sont à côté. On appelle ça le merby. Merde. Le merby. Parce que, comment dire que c'est pas la même ambiance. Ouais, ok. Ok. Genre, j'ai vu des vidéos de trucs et c'est des dingueries. Et j'ai arbitré un match. Genre, les jammeux n'arrivaient pas sur les bloqueux. Genre, et les bloqueux étaient à l'arrêt. Et il y a un mec qui a fait une faute d'impact sur un bloqueux adverse, gratuitement, de nulle part. Et j'étais là en mode. C'est-à-dire que vous êtes censé jouer en niveau national 1. Genre, je veux dire, il y a national 3, national 2, national 1, élite. Vous êtes censé connaître les règles du sport. D'où tu fais un direction gratuitement comme ça de nulle part alors qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Ah, tu mets quelqu'un hors d'état de nuire pour la jam suivante? Bah non, parce que du coup, la personne, elle se relève après. Enfin, Ça dépend comment tu tacles. Non, mais genre, du coup, genre, en plus, ah oui, parce que quand tu prends une faute, tu vas 30 secondes en penalty box, en boîte de pénalité, parce qu'on n'aime pas appeler ça la prison, parce qu'on est un peu
abolitionniste dans le sens abolitionnisme carcéral, parce que je sais que Tout à fait. après les gens ils pensent. Note C'est bien de pas le préciser. Oui, bon ose- abolitionnisme, pas l'autre abolitionnisme. Le bon abolitionniste. Tout à fait. mais, mais en fait, du coup, juste ce qui s'est passé, c'est que le mec est parti en penalty box, l'autre bloqueux s'est relevé, et du coup, ils étaient un de moins pour récupérer le jammeux adverse Hmm. qui arrivait en face. Donc c'était genre, même stratégiquement, c'était nul à chier. C'était- Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'était merdique? Yeah. Voilà. Pas pour faire de jugement, hein, il paraît que ça va mieux au fur et à mesure des saisons. Moi, à chaque fois, je les regarde et je dis, je vous crois. Ça va mieux au fur et à mesure des saisons parce qu'ils éliminent petit à petit. Bah oui, c'est ceux qui se blessent, ils arrêtent. Il y a des accidents tous les jours et... Non, mais tu vois, il va y avoir la Coupe du Monde de roller derby masculin à Orléans l'année prochaine, là. Mhm. J'ai pas postulé. Je suis un peu là en mode, oh, est-ce que j'ai vraiment envie? Voilà. Allez voir du roller derby. Alors, c'est toujours le truc on a des grosses discussions féminins, mais le roller derby des queers. Le roller derby tout court. Voilà, Pour c'est une ça. fois que le queer est par défaut, c'est pas mal, quoi. Oui, La complètement. catégorie principale. C'est ça. Mais c'est un truc de fou. Genre, à un moment donné, enfin, l'équipe B de Montpellier, quand je jouais, on était quasi que des personnes queer dedans. Et à un moment donné, on s'est regardé, genre, on était quasi la moitié de l'équipe à être des personnes transmasques sur le match où on jouait. C'était. Donc ouais, c'est un chouette sport. Si jamais vous ne vous sentez pas de jouer, parce que sachez qu'en septembre, il y a la plupart des clubs qui font des essais gratuits. Vous pouvez faire 1 à 3 séances pour essayer de voir un peu ce que c'est. Si vous voulez vous essayer, allez-y. Si vous vous sentez pas, il y a des clubs qui ont des licences juste arbitrage où vous pouvez apprendre à patiner et du coup faire arbitre avec ou sans patin. Et si jamais ça vous dit juste pas, bah genre allez voir des matchs pour voir ce que ça donne et puis c'est déjà cool à regarder, ne serait-ce que ça. Voilà. Je pense que j'ai fini mon petit euh, exposé qui va dans tous les sens sur le sport. De- Eh ben, c'était très Trop bien. chouette, merci beaucoup. Très beau, très bien. Ça donne envie, mais moi j'ai des genoux de personnes de plus de 40 ans, donc... Je pense que ça donne envie d'aller regarder d'ailleurs. Ouais. Comme des personnes âgées, sur des places assises. Faites gaffe parce qu'il y a moyen de tu te faire sraquenarder d'être arbitre sans patin après. Tu vois, genre les gens, c'est comme ça, ils sont en mode genre non, mais t'es pas obligé de. Ça, je pense qu'il faudrait pas me forcer trop fort. Hein, donc, Mais notamment, je te montrerai, Jenna, mais il y a une joueuse de Rainy City qui s'appelle Lily Gaskell, qui doit faire genre 1m90, un truc comme ça, qui est genre ultra baraque, avec des longs cheveux noirs et plein de tatouages en aquarelle. Et du coup, la meuf, elle arrive déjà, genre tout le monde la repère, et en plus, elle est ultra douée, et donc du coup, elle a vraiment son fan club. Et c'est trop drôle parce que j'ai des potes qui ont fait des photos avec elle, et genre vraiment, elle se penche pour être à leur taille, et après, tu vois, il y a une photo où elle se lève, et genre vraiment, il leur arrive en dessous de l'épaule. écoute, je l'ai pas vu et je suis déjà fan, je comprends. Elle est incroyable. Et avoir joué, c'est quelque chose. Hein. Elle est hyper douée en plus. Genre, voilà. Merci beaucoup, Louis. En parlant de trucs queer, je crois que Ça s'arrête jamais. quelqu'un a vu un film queer. Complètement, merci pour la transition. J'ai oublié de dire que souvent sur les événements de derby, il y a pas mal de personnes qui vendent genre leur art ou des trucs, du merch et des choses comme ça. Donc ça permet de soutenir des personnes queer locales qui vendent des choses. Et notamment, j'ai une boucle d'oreille de Montpellier qui dit Pakis queer. C'est une référence à un mot qui est dit en arbitrage. Et j'ai le super t-shirt, ça c'est pour Pau. J'ai mis le t-shirt de l'équipe Alors, attends, je vois rien galloise. pour l'instant. Oh, super. Wow. Le t-shirt de l'équipe galloise qui fait référence à une tradition galloise un peu obscure. Un dont peu on pourra obscure. peut-être- Bah, tu sais que genre, il y a non, mais tu sais que les Gallois qui étaient au stand, ils savaient même plus me le réexpliquer. Mais enfin, Ok. ok. Voilà. Mais Bon. on pourra faire un sujet sur Marie Lloyd, c'est Marie Marie-Louine.
Marilyn, merci. En sachant que je le lis comme on le dirait en anglais et je n'ai pas du tout de connaissances en gallois. Oui, ça doit pas du tout se Donc ça prononcer doit pareil. certainement se dire Roger ou un truc différent. De la Welsh. Je ne sais pas. Mais idée pour un sujet, genre on pourra parler de ça De une Roger. prochaine Très bien. fois. Pardon, pour les Gallois qui nous écoutent, c'est dit avec affection et respect. Pardon. Donc moi, puisqu'on avait fait la transition, voilà. Moi aussi, je vais vous parler de trucs queer et d'un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai maintenant vu peut-être 5 fois. Ah oui. Voilà, parce que je l'ai bien aimé. Je vais vous parler du film K-pop Demon Hunters. J'essaye de lire avec un accent français pour que ça passe. K-pop? K-pop Demon Hunters. Demon Hunters. Je sais pas. Démon. Roger. Et je vais vous en parler avec une lecture queer, évidemment. Hein. Plus spécifiquement trans, tout le monde est très surpris. Et d'abord, je vais vous faire un petit résumé, parce que tout le monde n'a pas forcément vu le film 5 fois. Et donc, Ou même une fois. Ou même une fois, on ne sait pas. Donc voilà, d'abord, petit résumé. Est-ce que du coup, pour les gens qui l'ont pas vu, mettez sur pause. Allez le voir. Ça vaut le coup de le découvrir, même si ça va être fantastique, je suppose, de t'écouter. Moi, je voulais faire un petit résumé pour dire voilà de quoi ça parle, et ensuite spoilers. Ah, donc d'abord un pitch et... Voilà, le pitch. Ok, d'accord. Le pitch qui spoil quasiment rien, parce que dans les 3 secondes du début du film, le pitch explique tout. Ouais, d'accord. Donc, le résumé du film, c'est un groupe de K-pop, donc c'est de la pop coréenne, qui s'appelle Huntrix, qui est composé de 3 jeunes filles aux talents complémentaires, et elles se préparent à gagner les International Idol Awards pour la 6e année consécutive, donc elles sont très célèbres et très appréciées. Et elles vont par la même occasion essayer de bannir les démons qui menacent notre monde et accomplir à ce moment-là leur mission secrète et ancestrale de chasseuses de démons. Parce que, voilà, leur vie secrète, c'est qu'elles sont chasseuses de démons. Voilà, ça c'était le pitch. Il n'y a pas de spoiler parce que vraiment... Oui, c'est dans le pré-générique. C'est ça, le pré-générique du film déroule tout ça, donc je n'ai rien spoilé. Et maintenant, je vais spoiler dans les grandes longueurs. Donc si vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez le voir, faites une pause, revenez, et on va discuter de à quel point c'est trop bien. Anne, Louis, vous l'avez vu? Oui. Très bien. Je vis avec quelqu'un dont un des intérêts spécifiques est la K-pop, et c'est un très gros intérêt spécifique. Donc t'inquiète pas qu'on l'a vu très rapidement, le film. Très bien. Alors, donc moi je ne connais pas particulièrement l'univers de la K-pop, donc je viens sur ce film avec juste une appréciation au départ du studio qui l'a réalisé. Donc c'était pour l'amour du dessin animé. Et j'en parle aussi pas particulièrement parce que la K-pop, mais parce que je pense qu'il y a un message queer très fort dedans. Et que je vais vous démontrer tout ça. Donc je pose des bases dans l'univers du film pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. On suit les aventures donc des 3 stars qui s'appellent Rumi, Mira et Zoe. Elles ont été formées par Céline, comme ça tout le monde a les noms, qui est elle-même une ancienne star de la chanson / chasseuse de démons. Et Rumi, Mira et Zoe vont être le trio star de leur génération. Leur rôle, c'est, avec leur musique et leur chant, de repousser les démons et unir les gens. Et pour spoiler un peu, elles vont devoir affronter un boys band démoniaque, les Saja Boys, qui va être la dernière ruse utilisée par le roi des démons pour essayer de faire échouer leur mission. Voilà. Le but des Demon Hunters, donc les chasseuses de démons, c'est de chaque année consolider la barrière entre le monde des humains et le monde des démons,
pour empêcher aux démons de venir dans le monde des humains et de, en gros, manger les âmes des humains. Pour ça, il faut chanter. Plus elles chantent et plus elles ont de succès, plus le public est connecté avec elles, plus la barrière est forte et solide. Et leur mission finale, c'est d'arriver donc, à la barrière dorée. La barrière s'appelle Honmon. Et elles essayent d'arriver au Honmon doré, qui est la barrière ultime qui va bloquer pour de bon les démons. Mais pour ça, il faut arriver à chanter et être la meilleure star. Voilà. Très basique. Tout le monde voit de quoi on parle maintenant. Et ce décor étant posé, je vais vous expliquer pourquoi le film est une allégorie d'un coming out trans dans une atmosphère de culte religieux radical. Voilà. Donc, déjà, premièrement, on est d'accord que c'est une énorme responsabilité pour des jeunes. On leur dit, vous devez sauver le monde, vous devez atteindre le succès ultime sur scène, vous devez plaire au public, sinon les démons vont gagner et les humains vont périr. Pas de pression. Tu vois. On peut faire un parallèle, bien sûr, avec le monde de la musique, l'isolement et la pression ressentie par les vraies idoles de K-pop, parce que c'est ça aussi, c'est beaucoup de pression sur des gens qui sont assez jeunes. Ouais, généralement, les carrières, elles commencent autour de 14-15 ans. Ouais. Et pour donner une idée aux gens qui connaissent pas du tout la K-pop. Je t'en J'ai prie. peur de dire une bêtise. Non, mais vas-y, parce que moi j'ai pas toutes les références, donc tu es là. Mais généralement, c'est 14-15 ans pour commencer à faire des trucs. Et après, généralement, il y en a plein qui commencent leur carrière vers 16 ans. Ouais. Donc en étant encore mineur. C'est des labels qui mettent énormément de pression. Et il y a beaucoup de pression sur le physique, sur la voix, sur et tout ça. Voilà. Faut rester jeune, beau, mince, parfait. Donc on peut faire un parallèle avec cet univers-là. Mais on peut aussi faire un parallèle avec l'isolement et la pression ressentie par des gens qui sont dans des cultes et qui sont isolés du reste de la population parce qu'on met en avant une différence avec les autres qui sont pas éveillés, qui savent pas ce qui se passe vraiment dans le monde, les enjeux démesurés faut sauver l'humanité, on a une mission spirituelle et un univers très violent finalement où chaque chose que tu fais va aider ou pas l'humanité. Donc énormément de pression. Ça ressemble à certains cultes qui essayent de brainwash les gens justement pour les isoler encore plus du reste de la population et les garder là-dedans. Je fais un parallèle avec ça un tout petit peu, voilà. Et si je peux me permettre, les ennemis dans le film sont littéralement des démons, donc j'ai pas l'impression non plus de faire un parallèle trop tiré par les cheveux. Voilà. Pour discuter des démons justement, je trouve intéressant que comme dans beaucoup d'autres œuvres de fiction, la place des monstres ou là des démons, c'est souvent des personnes diabolisées par la société et avec un parallèle queer qu'on connaît beaucoup. Les vilains qui sont queer-coded, qui sont comme des prédateurs, des menaces pour la société, qui séduisent pour corrompre les gens. Voilà. Dans ce film-là, il y a l'histoire d'un des démons qui révèle qu'il était humain avant, qui continue sur ce parallèle. C'est-à-dire que les démons sont des gens qui avaient honte de ce qu'ils étaient ou qui étaient rejetés par la société, c'est pour ça qu'ils sont devenus des démons. Mais au départ, avant, c'est des humains. Et malheureusement, c'est là que s'arrête la subtilité de la métaphore et de la comparaison, parce que dans le film, on continue à dire que les démons sont des méchants et qu'il faut les tuer. Donc, mais je trouvais intéressant quand même que on parle de démons. Ensuite, le personnage principal s'appelle Rumi. C'est des 3 chanteuses / chasseuses de démons, c'est celle qui est la plus ancrée dans la tradition, parce que sa mère, qu'elle n'a jamais connue, était aussi une star et une chasseuse avant elle. Du coup, c'est dans son sang. C'est une identité très forte pour elle. Et c'est une identité qui est renforcée par Céline, la personne qui l'a élevée à la place de ses parents, qui appuie beaucoup sur le fait que sa mère, avant elle, était dans ce rôle-là et qu'elle doit le reprendre. Ça donne du coup quelqu'un qui n'a pas le droit à l'erreur, qui doit être à la hauteur de ses origines, qui ne doit pas décevoir les attentes qu'on a posées sur elle, parce que sinon ça remet en question complètement son identité profonde. Pareil, pas de pression.
Et c'est là que le film amène le premier problème narratif, c'est que Romy a un secret que Céline l'aide à dissimuler au reste du monde, c'est qu'elle a des rayures, et les rayures, c'est la marque des démons. Les gens qui ont des rayures, c'est des démons. Et il se trouve que son père était un démon, et qu'elle en a hérité. Voilà. Mais Céline affirme qu'elle n'est pas un démon, qu'elle a juste des rayures, et que les rayures, on va les cacher toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle arrive à bloquer les démons dans leur royaume de démons, qu'il n'y ait plus aucune influence de démons sur Terre, et à ce moment-là, les rayures disparaîtront. Et elle pourra enfin vivre normalement, mais pas avant. Donc là, on voit une isolation de la personne à fond, parce qu'elle ne peut être elle-même qu'avec Céline. Donc une seule personne sur Terre, avec qui elle peut être elle-même. Et cette personne n'arrête pas de renforcer que ce qu'elle est, ce qu'elle a sur son corps, il faut le cacher et que c'est un sujet de honte. Et il n'y a que moi qui t'accepte. Et il n'y a que moi qui t'accepte tout, mais c'est même pas ça qui est mis en avant, c'est plutôt tu dois être honteuse en permanence. Personne ne doit te voir parce que si les gens te connaissaient, tu serais rejetée. Et donc c'est énormément, évidemment, de haine de soi-même qui est apprise. Elle est isolée, elle a peur d'être découverte en permanence. Et personne n'est complètement à côté de la plaque, mais on voit un gros parallèle avec grandir en étant queer. Et dans le placard. Et le climat de honte permanente parce que ce qu'on est quelque chose de sale, que personne ne doit le savoir, qu'il faut le cacher. Bref. Je trouve que le parallèle se fait tout seul. Et on voit aussi dans les subtilités, par exemple, ses amis les plus proches, c'est de co-chanteuses et chasseuses de démons, mais du coup, c'est des gens à qui on a aussi appris qu'il fallait haïr les démons. Et donc, elle est entourée, tous les gens autour d'elle avec qui elle est proche, ce sont des gens qui haïssent les démons, qui veulent tuer les démons ou les faire partir. Et donc, elle vit en permanence avec des micro- et macro-agressions sous le nez. Elle peut jamais être elle-même et elle peut jamais avoir de moment où elle commence à s'accepter. Parce son rôle, c'est littéralement d'exterminer des démons, donc une partie d'elle-même. Ça ne change pas que Romy, elle, veut se connecter aux autres et en parler à ses amis. Donc, un coming out. Mais Céline n'arrête pas de lui répéter que personne ne pourrait l'accepter avec le corps qu'elle a et ce que ça veut dire. Dysphorie, n'est-ce pas? Voilà, donc dans le film, on voit que Romy porte en permanence des vêtements qui couvrent ses rayures, refuse d'accompagner ses amis au bain, elle veut pas se montrer. Voilà, elle dit même dans une chanson qu'elle a hâte de pouvoir vivre comme la fille qu'ils voient tous. Si je peux me permettre, c'est tellement codé trans. Voilà. C'est même plus caché. Non, mais je dis parallèle parce que pour être gentille, mais non, c'est. Bah, à partir du moment où tu sais où elle mentionne le fait qu'elle veut pas aller au bain avec ses copines et qu'elle a une pièce séparée pour se changer elle, alors que les autres elles se changent ensemble. Mais ouais. Enfin, je veux dire le parallèle trans, je veux dire les lignes elles sont plus parallèles, c'est une même ligne là, tu vois. Enfin, genre, je veux dire, c'est. Il ne manque que l'utilisation du mot. C'est ça, Oui. en fait. Ouais. On peut aussi voir le fait que donc, ces rayures qu'elle a grandissent et gagnent du terrain au fil des années. Et pour moi, ça fait écho au fait que rester dans le placard, ça fait pas disparaître le fait qu'on est queer. Ça fait pas diminuer le problème. Par contre, ne pas pouvoir vivre son identité ni en parler avec quelqu'un, ça devient quelque chose qui pèse de plus en plus. Et quand on arrive d'ailleurs au début du film, on voit que ces rayures, qui étaient avant seulement sur un bras quand elle était petite, sont sur tout le reste de son corps et commencent à atteindre sa gorge. Et donc à abîmer sa voix. Parce que je suppose que rester dans le placard, c'est pas safe et ça se fait au détriment de son identité. Et encore un petit parallèle avec le changement de voix, le fait que quand on est trans, il peut y avoir des problèmes justement avec les hormones,
l'adolescence, le fait que la voix suit pas exactement ce qu'on voudrait. Enfin, voilà. Encore gender à fond, là. Euh, et pour aller vite sur le côté des boys bands, qui, moi, m'a pas trop... comme je disais, le fait que les démons, ça reste de loin dans l'allégorie, mais ça reste quand même des démons, des méchants, donc je trouve que c'est pas particulièrement intéressant comme place dans le parallèle. Mais quand même, il y a un des démons du boys band qui s'appelle Jinwoo, avec qui elle finit par parler et tenter une alliance contre le roi des démons. Et le fait de lui parler, donc de parler à quelqu'un qui est un démon, qui fait partie d'une communauté du coup qui a des choses en parallèle, enfin en commun avec elle, ça l'aide petit à petit à guérir sa voix. Et pour moi, là, c'est montré que quand on trouve une communauté, qu'on échange sur les vécus respectifs, sur les problèmes qu'on a au quotidien, sur la honte, sur les problèmes que la société nous fait avoir, en fait, ça permet de commencer petit à petit à s'accepter, à faire diminuer la haine de soi, même si pour l'instant, elle n'en est pas encore à s'accepter complètement parce que elle est encore dans l'idée de un jour j'aurai plus mes rayures. Pour l'instant, je vais faire en sorte de defeat, je vais le mettre en français, de vaincre les démons. Et du coup, ça réglera tout parce que j'aurai plus mes rayures. Donc elle n'est pas encore dans l'acceptation, mais dans l'humanisation en tout cas de ce qu'elle est. Oui, parce que du fait que lui, ce soit un ancien humain et qu'elle pense, elle savait pas qu'en fait, il y a des démons qui puissent avoir été humains avant. C'est ça. Tout le truc, c'est allie-toi avec moi parce que si tu m'aides à maintenir la barrière, toi aussi, tu vas genre redevenir humain et tu vas plus avoir à vivre au crochet du roi des démons qui te fait faire des trucs que t'as pas envie de faire. Tout à fait. Et donc le fait de pouvoir en parler, ça l'aide, mais ça arrive à une cristallisation du problème en plus, qui est que parce qu'elle commence à s'accepter tout doucement, son groupe est en train d'écrire une chanson qui s'appelle Take Down. Petite aside, les chansons sont magnifiques. Voilà. Je suis pas fan de K-pop, mais les chansons sont incroyables. Si vous avez pas le temps de voir le film, écoutez au moins les chansons. Mais donc cette chanson Take Down, c'est un ramassis de paroles haineuses, de tout ce qu'on peut dire de mal envers les démons. Et le problème, c'est que comme elle a commencé à accepter cette part d'elle-même, elle le prend aussi pour elle. Elle peut plus nier que ça fait partie d'elle-même, et donc elle peut plus nier non plus que ça la touche et que c'est un problème pour elle. Voilà, c'est le problème d'être dans le placard quand on a des amis qui sont des anti-démons radicales. Et c'est aussi un parallèle avec le fait que quand les gens disent des propos haineux, même quand ils pensent que ça touche personne dans leur entourage, tu sais pas qui ça peut toucher dans ton entourage. Et il y a des gens qui sont dans le placard et qui potentiellement se prennent ça en pleine tête. Voilà. Donc il faut pas dire des choses haineuses parce que c'est pas bien. Et grâce à ça, je résous tous les problèmes sur Terre. C'était le discours inspiré Exactement. Miss France. Mais donc du coup, elle veut pas chanter cette chanson-là parce qu'elle la trouve trop haineuse et elle n'arrive pas à réconcilier ça avec le fait que ça la touche elle. Et donc elle commence à remettre en question le message. Et c'est là où pour moi il y a encore un parallèle sur les cultes. C'est que elle remet un tout petit peu en question du style on pourrait peut-être faire moins méchant, peut-être plus positif. Et que ça devient tout de suite une incompréhension pour ses amis, des discussions houleuses. On remet en cause son sérieux et son engagement. Enfin, ça peut pas être une discussion calme. Et comme dans un culte. C'est vécu comme une suspicion d'attachement au démon de l'équipe d'en face aussi. Il y a un petit peu de ça, mais même au-delà de ça, c'est juste t'es plus avec nous, est-ce que t'es avec nous, prouve-le. Ouais. Il y a un truc vraiment tu devrais pas pouvoir douter. Si tu commences à poser des questions, c'est un problème. Et on peut remettre une petite couche. À un moment donné, elle a une discussion avec Mira sur justement le fait que Mira a
trouve qu'elle pose des questions bizarres, pourquoi tu commences à changer les paroles et tout. Et dans cette discussion, Mira explique qu'elle a hâte que les démons puissent être renvoyés chez eux pour souffrir éternellement. Ce qui est tellement codé religion que voilà. Side note, je n'ai pas non plus de connaissances particulières sur le folklore coréen, mis à part dans les grandes lignes avec ce que j'ai pu lire sur Wikipédia. Donc, Je peux te donner un petit grain de sel que je n'ai pas fini c'est une discussion que je n'ai pas fini d'avoir avec ma coloc qui est encore une fois très spécialiste de ces trucs-là, qui m'a dit que le film utilisait beaucoup de l'imagerie, enfin du folklore coréen pour parler aussi d'imagerie catholique. Et que le christianisme, c'est un tiers de la population en Corée. Et qu'en sachant ça, du coup, le film, c'est pas, à mon avis, la critique, c'est pas que sur le culte, mais aussi sur le christianisme et que... Un culte ? Oui, pardon. Désolée, pardon. Dans ma famille, on dit que les religions, c'est des cultes qui ont réussi. Mais oui, donc voilà. C'est pour donner un peu de contexte. Tout à fait. Pardon. Évidemment, j'ai aussi des amis qui sont chrétiens et je n'ai rien contre les gens qui font ça avec amour et affection. J'ai un ami catho, tout. Bref. Mais donc, du coup, voilà. On en est arrivé à un moment où Romy est donc en train de se rebeller tout doucement contre le message de haine. Et ça passe, finalement. Elles sont d'accord. Après des discussions un peu houleuses, elles se mettent d'accord. Elles vont chanter Golden, qui est une autre chanson, mais qui est très positive, celle-ci. Et le but de chanter Golden aux Idol Awards, c'est d'atteindre le Honmon doré. Le film n'est pas très subtil. Voilà. Chanson s'appelant Golden. Mais c'est bien, ça permet de savoir de quoi on parle. Le problème, c'est que lors de la cérémonie des Awards, il y a un coming out forcé, une scène de coming out forcé qui est très violente. Outing Outing Outing, oui. Oui. Coming out forcé, outing. L'outing peut pas être forcé. C'est le coming out qui est forcé, du coup c'est un outing. Pour moi, un coming out forcé, ce serait forcer quelqu'un à faire un coming out. Alors que là, juste on out quelqu'un, cette personne sort pas d'elle-même, tu vois. D'accord, ok. Donc un outing. Jinu trahit Rumi et fait en sorte que tout le monde voit ses rayures. La scène est très émotionnelle, très forte. Et du coup, ses amis ne lui font plus confiance parce qu'elle ressemble à un démon. Elle est complètement paniquée parce que tout ce qu'elle a essayé de faire jusqu'ici est en train de s'écrouler. Et elle décide d'aller voir Céline, qui est la seule qui connaisse son secret depuis le début. Et quand elle arrive voir Céline, elle est tellement désespérée, elle voit aucune issue, elle a été rejetée de tout le monde, en tout cas c'est comme ça qu'elle le vit. Et donc elle est suicidaire. Le film va jusque-là. Et c'est à ce moment-là où je trouve que, pour moi en tout cas, le message queer est vraiment consolidé. C'est que Céline en remet une couche. Elle lui redit que si elle l'accepte, mais il faut cacher les rayures, elle va arranger ça, il faut juste faire semblant d'être normal jusqu'à ce que ça s'arrange. On va dire que c'est un mensonge. On va dire que c'est un mensonge de la part des démons et qu'en fait t'as pas de rayures. Et donc elle est complètement encore dans la position de c'est honteux, t'inquiète pas, on va arranger ça, il faut juste pas le montrer. Moi je voudrais ajouter que jusque-là on l'avait vu 3 frames, la Céline. Hein. Ouais. C'est-à-dire que genre vraiment, depuis que Rumi est capable de se débrouiller toute seule, genre on l'a pas vue. Genre vraiment, elle a 30 secondes de screen time avant de cette scène, quoi. Ouais, elle était à la retraite. Ouais. Mais finalement, c'est un personnage qui est très important puisque c'est à ce moment-là que on voit la source originelle de la honte, en fait. C'est la confrontation avec
pourquoi tu as honte de qui tu es? Parce que la personne qui s'est occupée de toi depuis ton enfance, t'a dit qu'il fallait cacher ce que tu étais, et que c'était sale, et qu'il fallait pas le montrer, et que personne t'aimerait comme ça. Et c'est explicité énormément, enfin, je veux dire, le film te laisse pas avoir aucun doute sur le message. Il y a même un moment donné où Romy dit « Pourquoi est-ce que tu peux pas m'aimer en entier, tout ce que je suis ?» Et pour moi, c'est vraiment ce choix scénaristique-là, en fait, parce que ça aurait très bien pu être Romy va voir Céline, lui dit je suis désespérée, tout le monde a vu comment j'étais et tout, et Céline aurait pu dire mais je suis désolée, je t'ai donné de la honte mais tu devrais pas, et puis je vais t'aider, et hop on va aller taper les démons ensemble et tout va s'arranger. Et ça aurait été un choix classique, qu'il y a un problème trop grand à affronter seul, et que du coup une personne en plus vienne aider, et que par le pouvoir de l'amitié et tout ça, machin. Ouais, qu'elle n'est pas le rôle du mentor qu'on a dans les récits classiques. C'est ça. Le fait que ce soit montré comme la source de la honte et tout ce qui ne va pas, alors que c'est un personnage qui est censé être mentor, justement, je trouve que c'est très fort, et pour moi, c'est fait exprès, quoi. C'est un choix. Et ce qui arrive dans le film, du coup, c'est que cette confrontation débloque quelque chose chez Romy, parce qu'elle réalise que justement la honte qu'elle ressent, la haine de soi-même, ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'entourage qu'elle avait, de la société dans laquelle elle a grandi. Mais que c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose d'intrinsèque. C'est pas sa valeur à elle-même qui manque, c'est les gens autour d'elle qui n'ont pas su l'aimer. Et avec ça, alors moi j'y vois une part de comment est-ce que t'oses répéter des choses comme ça à ce moment-là, puisque c'est comme ça, je vais tout casser. Là. Mais j'y vois aussi un truc de maintenant elle est out dans le scénario le pire qu'elle pouvait imaginer. Elle a littéralement été forcée de montrer qui elle était sur scène devant le monde entier et ses amis, qui l'ont ensuite rejetée. Vas-y. Non, mais c'est juste que je pense que ce qui est important de noter dans le plot, c'est que le rejet initial, c'est par des démons qui se sont fait passer pour ses amis, et que du coup, au début, elles sont... Enfin, je trouve que le rejet qu'elles ont au moment où elle revient, c'est beaucoup de l'incompréhension. Enfin, alors oui, il y a un rejet hyper fort, mais tu vois, mais je trouve que le fait que le rejet, il ait été staged aussi, c'est qu'elle se fait tellement un gros truc de ce que de ce que les deux autres vont penser du fait qu'elle est un démon, que c'est exacerbé au possible. Et en gros, entre guillemets, les démons, ils utilisent ça pour genre faire sa pire peur, réaliser sa pire peur. En fait, c'est la pire réaction qu'elles auraient pu avoir. Je dis pas qu'elles sont en mode genre, hey, t'inquiète, c'est ok, parce que c'est pas du tout le cas. Elles sont un peu en mode, en fait, t'es avec eux. Et point d'interrogation, on est confus, on se barre. Il y a une première réaction à la dissimulation. Oui, qui est plus forte que la réaction à la news elle-même. Quoi. Il y a ça, il y a quand même le fait après, moi je trouve le fait qu'elle sorte les armes. Oui. Oui, ça par contre. Qui va dans le sens de la peur de Romy d'être rejetée, d'être. Mais t'as tout à fait raison, Louis, sur les démons qui jouent avec le fait que sa plus grande peur, c'est d'être rejetée par ses amis, et qui s'en servent pour justement la mettre dans un état de panique complet. Mais donc elle est complètement détruite de l'intérieur, elle a été confrontée donc à ses plus grandes peurs. Et en plus, sa figure maternelle, si je puis dire, parce que c'est pas sa mère, mais c'est elle qui s'en occupe, comme d'une mère. Céline. Voilà, Céline, exactement. Ça peut pas être un hasard. Merci d'avoir attendu jusqu'à ce moment pour faire la blague. Je me retiens depuis le début. Pardon. Mais donc, après avoir traversé tout ça, Céline ose lui dire non, mais on va recacher, on va revenir à l'état d'avant, et c'est plus possible pour elle en fait. Maintenant qu'elle est out, elle peut pas retourner dans le placard. Et elle a surtout aussi réalisé que le problème c'est pas avec elle-même, c'est avec la société, et qu'il faut qu'elle s'accepte elle-même, et si la société l'accepte pas, bah c'est la société qui doit changer.
Et du coup, elle dit que elle va faire un autre honeymoon, puisque la barrière a été détruite et les démons sont en train d'arriver et tout. Elle décide d'en faire un autre. Donc je passe un petit peu, elle repart affronter le roi des démons, elle a ses rayures, sa vraie voix, ses pouvoirs de démon, parce qu'elle peut... les démons ont certains pouvoirs dans le film, et on voit d'un coup Rumi les utiliser. Comment ça s'appelle ton... Beam me up, Scotty. Comment ça s'appelle Téléportation, je te remercie. Désolée. Tu veux pas fait gaffe. Si, elle se téléporte Ok. dans un petit nuage de poussière rouge comme les démons. Ah. Elle utilise sa voix de démon qui fait des ondes rouges comme les démons. Mhm. Et un autre truc dont je parlerai un tout petit peu plus tard, qui est aussi un pouvoir de démon, mais donc elle s'accepte au point d'utiliser les pouvoirs qu'elle a, qui sont pas des pouvoirs dont... Enfin, on lui a appris à les rejeter toute sa vie, donc c'est la première fois, je trouve qu'elle se débrouille pas si mal que ça. Donc elle va affronter le roi des démons, elle rejoint ses amis, elle se réconcilie parce que, évidemment, en fait, passer le moment de surprise et le moment de « Oh mon Dieu, mais est-ce que t'es un démon, tu vas nous attaquer ou pas ?» Elle se rend compte que c'est toujours leur ami et que ça va, parce que c'est un film et que faut qu'il y ait des choses qui se passent bien quand même. Donc elles sont unies pour le combat contre les démons. Gino se sacrifie pour sauver Rumi, ce qui est un arc de rédemption classique. Ça fait même miroir avec son histoire d'humain. Quand il était humain, il a sacrifié sa famille pour se sauver lui-même. Et là, il fait l'inverse, il se sacrifie lui pour sauver la personne à qui il tient. Et c'est là où, comme je disais, il y a un autre pouvoir de démon, à mon avis, qui est mis en avant. C'est qu'il se sacrifie et il offre son âme à Rumi. Et Rumi se sert de l'âme de Gino pour power-up son épée, en gros, et avoir une arme plus efficace contre le roi des démons. Et utiliser une âme pour gagner du pouvoir, c'est un truc de démon dans le film. Mais c'est en faisant ça qu'elle arrive à gagner. Donc c'est littéralement l'acceptation totale d'elle-même. Elle n'aurait pas pu gagner si elle n'avait pas fait ça, pour moi. Voilà, et donc le groupe chante une nouvelle chanson qui va permettre de faire un nouveau Moon plus fort, plus efficace contre les démons. Dans les paroles, à un moment donné, on parle de When darkness meets the light, quand l'ombre rencontre la lumière, qui fait partie du motto des chasseuses de démons, et qui pour moi montre que c'est pas quand l'ombre écrase la lumière ou quand la lumière écrase l'ombre, mais quand il y a une rencontre des deux, ce qui est littéralement Rumi, du coup, une rencontre des deux côtés, et qui, moi, je trouve très codé et non-binaire. Et elles arrivent du coup à créer le nouveau Moon, qui est arc-en-ciel, parce que ce film aime la subtilité. Voilà. Et donc c'est la fin du film, ensuite on les voit plus tard. Rumi a toujours ses rayures, parce qu'elle s'est acceptée, elle n'a pas besoin qu'elle disparaisse. C'est d'ailleurs pas un sujet de discussion, elle s'habille avec des manches courtes, les cols larges. On voit au sauna. Oui, elle va au sauna. Pour femmes. Pour femmes. Et on voit que c'est même pas photoshopé des affiches, enfin, c'est accepté par tout le monde. Et donc elle est complètement out et aimée comme elle est. Et c'est la fin du film. Voilà. Et petit bonus juste pour appuyer mon propos, il y a une petite représentation polyamoureuse discrète à un moment donné dans le film. À un moment donné seulement? À un moment donné, on voit que Mira est shippée avec deux des gens du boys band. Oui. Donc c'est un trouble. Et ce n'est pas... Mira est pas contente, pas parce que c'est un trouble, mais parce que c'est des démons les autres et qu'elle veut pas être shippée avec eux. Mais littéralement, Zoé dit « Oh, c'est mignon !» Donc le trouble, ça passe. C'est bon. Donc petite représentation polyamoureuse. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Vas-y. Parce que pour moi, il y a une lecture polyamoureuse du trio Ok. qui vit ensemble,
qui Faut que tu dises quel trio, parce que du groupe de chanteuses. de Rumi, de Mira et de Zoé qui habitent ensemble, qui vivent ensemble, qui ont une vie intime, dans le sens où elles ne font pas que travailler ensemble, elles sont 100% du temps ensemble, avec un lien qu'on pourrait, si on a envie de maquiller le truc lesbien, de lien de sororité, sauf qu'on sait qu'elles sont pas sœurs, en tout cas pas littéralement. Et je voudrais pousser le parallèle polyamoureux et queer, avec l'idée que à chaque génération, il y a ce trouble lesbien qui combat les démons. Et dans les 2 générations qu'on connaît, il y a une des 3 lesbiennes qui est bisexuelle et qui n'est pas acceptée par les autres. Et dont la bisexualité n'est pas bien acceptée par les autres. Il y a Rumi, dont l'attachement est pour le leader des Saja Boys est louche et mal perçu par les autres, parce que c'est un démon certes, mais sa mère aussi a couché avec un démon, et quand on voit la gueule des démons, on comprend, hein, on suppose évidemment pas un démon avec les grosses dents et les colonnes vertébrales difformes. Il y a des gens qui, genre, le monster fucking, c'est leur truc. Hein, tout à fait. Il faut reconnaître qu'on n'en sait rien, mais Rima, elle est quand même super canon. Oui, ça n'empêche pas. Rumi, pardon. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est la seule à être bisexuelle, parce qu'on voit... les 2 autres sont intéressés aussi. Intéressés aussi. Donc, pour moi... Il y a une meilleure acceptation de la bisexualité. Je suis d'accord. En tout cas, ça n'invalide pas l'idée d'un trouble lesbien à chaque génération. Et j'aime bien cette idée que ce soit complètement... comme pour le contenu trans, tu le vois si tu veux, mais il n'y a rien pour l'invalider. On n'utilise pas le mot, mais en tout cas, tout est là et c'est pas juste du baiting. C'est un peu plus ouvert que ça. Pourquoi pas? Je trouve que Moi, ça me fait plaisir. D'accord, très bien. Je trouve que le ship avec les 2 Saja Boys est spécifiquement explicite. Plus explicite, ouais. Et discussion du trouble et du fait que c'est pas bien parce que c'est des démons, mais c'est pas ça le problème, sinon. Donc ça, c'était un premier truc, représentation polyamoureuse, pour mettre du côté, c'est un film queer. Et il y a aussi le fait que les Saja Boys, le terme Saja, ça vient de, je vais certainement butcher complètement la prononciation, mais je suis désolée, Joseon Saja, qui est la version coréenne des Faucheurs d'âme. Mais Saja, ça veut aussi dire lion, d'où leur symbole qui est un lion. Et leur symbole est un lion, donc leur fan s'appelle la Pride. Oui. Et dernier point, le film est sorti en juin. Voilà, I rest my case. Moi, j'ai un truc qui vient that just dawned on me. Oui. C'est que le coup des rayures, je trouve ça intéressant quand on parle d'idoles de K-pop dont les corps sont extrêmement polissés et lissés, justement, et que je pense qu'on peut mettre aussi une petite lecture d'acceptation de soi sur, en fait, quand t'as des vergetures, ça fait un peu des rayures, et qui en plus, les rayures sont violettes, enfin, genre, pour les personnes qui ont des vergetures, vous sachez, quand t'es vergetures, il y a plein de fois où tes vergetures, elles sont un peu violettes aussi. J'ai pas encore réussi à les faire briller, mais... Moi non plus, t'inquiète. Et du coup, ça me fait penser que je connais des gens qui appellent leur vergeture leur rayure, tu vois, aussi. Moi aussi. Mais oui, complètement. Bravo. Belle démonstration. CQFD, tout ça. J'ai des petits éléments que j'ai notés pour aller dans ton sens et que je voulais pas laisser ne pas être explicite. Voilà. Avec le point de vue d'une meuf qui a fait des années de voice training, dès le début du film, Rumi, elle parle plus aigu en interview qu'en privé. Et la façon dont je le décode, moi,
et parce que je l'ai appliquée comme ça, c'est qu'elle maintient pas le même niveau de contrôle en public et en privé. Et après l'outing forcé au concert, elle ne contrôle plus du tout. Et elle parle et elle chante une octave en dessous. Et il y a un passage que je trouve très très beau, que l'accent soit mis dessus à ce point. C'est-à-dire que c'est pas... Ça pourrait être un clin d'œil discret comme ça pour les meufs trans dans le public, mais je trouve qu'on attire l'attention dessus. La dernière chanson s'appelle littéralement What It Sounds Like. Voilà ce que c'est ma voix sans artifice. Et par contraste, les premières chansons du film How It's Done, Golden sont extrêmement autotunées. Particulièrement celle de Rumi, mais aussi les autres. Et c'est pas très fort. Mais il y a des filtres sur les voix qu'il n'y a plus sur la dernière chanson. Ça a été encore plus flagrant. Je suis allée vérifier, je suis allée regarder la version française du film. J'ai souffert pour vous. Et, évidemment, on perd complètement en subtilité sur la traduction. Alors que le film était jusqu'ici très subtil. Oui, voilà. Mais en fait, on perd un sous-texte qu'il y a en anglais. Et pour avoir vérifié la version italienne, toutes les voix parlées sont doublées, mais pas les voix chantées. Ce qui fait qu'on garde quand même les chansons originales. Et la version française des chansons du début sont extrêmement autotunées, et plus du tout la dernière chanson du film, donc c'est encore plus flagrant dans la version française. Donc ça fait quand même une raison de se prendre quelques minutes de la version française si vous voulez aller regarder ça. Fasciné par le son de nos voix, on contrôle chacun de tes pas. Tu voulais avoir du chaud, mais est-ce que t'es chaud pour? Ce qu'on te donne, donne. Knocking you out like a lullaby. Hear that sound ringing in your mind. Better sit down for the show, 'cause I'm gonna show you how it's done, done, done. Il y a aussi, alors ça c'est hors sujet, mais c'est vraiment un truc qui moi m'a choqué, c'est que la dernière chanson, elle se passe dans un stade, et c'est une bataille dans un stade. Et la version anglaise, du coup, elle a énormément d'écho et de bruit de bataille. La version française est une version studio. Et il y a quasiment pas ni d'écho, ni de version de son. On dirait qu'on regarde un clip en fait. Et ça, c'est tout plat. Donc. On poursuit les démons qui brisent des vies dans le noir. Mais désormais on voit la beauté dans tous les regards. The stars are part of me, darkness and harmony. My voice without the lies, this is what it sounds like. La chanson Free, c'est complètement un drapeau bi et un drapeau trans mélangés en permanence. C'est un éclairage bi et un ciel rose et un ciel bleu clair. Et comme la fin de What It Sounds Like, qui est complètement dans la nuit, parce que c'est le moment de triomphe des démons, et la fin de la chanson est en plein jour, avec cette vue angélique des trois chanteuses qui descendent doucement sur un fond de ciel trans. Ce que nous on appelle un ciel trans à chaque fois qu'on prend cette photo de coucher de soleil, quoi. J'ai noté une double référence à Buffy. Et une référence à Buffy, on peut se dire, bon, bah, c'est un film contre les démons, facile, mais deux références à Buffy. La première, c'est le pré-générique, avec spécifiquement In each generation, a Slayer is born. In every generation there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness. She is the Slayer. Every generation, a new trio of hunters is chosen to fulfill our ultimate duty. Et dans chaque génération, il y a un trio de combattantes. Et à la fin du dernier combat, Jinwoo, le moment où il donne son âme pour vaincre les démons, est en miroir de la mort de Spike à la fin du dernier épisode de Buffy, qui est allé récupérer son âme pour Buffy,
et qui utilise son âme pour protéger Buffy et tuer le reste des démons, et qui meurt de la même façon, c'est-à-dire en partant ensemble. Feel it, Buffy. My soul. It's really there. Kinda stings. No, I wanted to set you free. You did. You gave me my soul back. J'avais complètement occulté cette partie-là de Buffy de ma tête parce que je... mais- And now, I give it to you. Bref. J'ai re-regardé la scène et effectivement, c'est flagrant que c'est une référence. Enfin, vraiment. C'est le même plan, c'est les mêmes, Ouais. le même point de vue, ouais. J- C'est un tout petit détail, mais Zoe, c'est le mot qui veut dire genre en vietnamien. Parce que du coup, il y a Zoe dans le mot transgenre en vietnamien, mais je pense que c'est une coïncidence. Elle a grandi à Burbank. On précise qu'elle est à moitié américaine. Et Burbank, c'est le siège social de Disney et de la Warner. Donc les studios concurrents. Et aussi de Cartoon Network et de Nickelodeon. Oui, Anne ? Bah, je me permets là-dessus parce que je voulais justement parler un tout petit peu de ça, donc comme ça me paraît bien placé. Ouais. K-Pop Demon Hunters, c'est un film qui a été fait par Sony Pictures, qui est et ça me semble super intéressant parce que ces dernières années, on a vu qu'ils ont calé justement beaucoup de références à des thématiques queer. Ils ont fait notamment, il y avait Les Mitchell contre les machines où on a un personnage d'ado lesbienne. C'est toujours fait de manière assez discrète et subtile. C'est probablement pour contourner les diverses censures, mais il n'empêche que c'est toujours des messages qu'ils essayent de faire passer. Et puis surtout dans Across the Spider-Verse, avec le personnage de Gwen Stacy. Attends, je l'ai pas vu. Ah. Je sais. Je ne Ok. spoilerai pas plus le personnage de Gwen Stacy. J'ai déjà été assez spoilé, mais genre j'ai loupé la sortie cinéma. Je sais qu'il faut que je le voie parce que j'avais vu. C'est le deuxième, c'est ça ? C'est le deuxième, ouais. Ok, non, bah non, on l'a Ouais. pas vu non plus. J'ai vu le Mais premier. du mais j'ai coup, vu des extraits. Ok. mais du coup, il me semble assez évident que ce studio essaye de placer ces thématiques comme ils peuvent et autant qu'ils peuvent. Et c'est super intéressant quand on voit qu'à côté, Disney et Pixar enlèvent à tour de bras des personnages trans de leurs films parce que, attention, il faut pas déplaire à l'empereur. Donc Ouais. voilà, c'est... J'ai noté une citation de la part d'une fanfic qui m'a beaucoup plu, de la part de Zoe. T'es déjà en train de lire les fanfics, toi. Moi, pas du tout. Pour détailler le trouble lesbien. Ah Non, bah oui, non. bien sûr, tout à fait. Et donc, il y a un moment de câlin entre Zoé, Rima et Rumi, et Zoé dit t'es moitié démon. Ouais, bah ok, mais moi c'est pareil, je suis moitié américaine. Merveilleux. Oui, j'ai des trucs à rajouter aussi. Vas-y. J'ai sur le truc de ce qui rend le honeymoon puissant. Pour moi, en fait, c'est la communion des gens autour d'un truc plus que genre l'admiration. Parce que, enfin, la manière dont tu l'avais dit, on pourrait penser que c'est genre le fait qu'ils aient de l'admiration pour le groupe qui fait que le honeymoon il marche. Mhm. Mais en fait, c'est le fait que que les fans chantent Tout à avec fait. elle qui fait le truc. Et en fait, ça représente vachement l'expérience que mes potes qui sont très très dans la K-pop me disent de l'expérience qu'elles ont en concert Mhm. entourées de plein d'autres meufs qui sont très fans et qui chantent ensemble des trucs dont elles sont super fans et d'avoir cette espèce d'énergie commune qui leur fait vachement de bien. En tout cas, de ce que je vois des potes qui font des concerts de K-pop régulièrement. C'est un peu l'expérience des concerts de Linkin Park actuellement, où Je pense. Emily Ça, est ça- là pour chanter les nouvelles chansons, et elle n'est pas là pour remplacer Chester sur scène, elle est là pour donner le micro à la foule, pour que la foule chante les paroles les chansons qui étaient chantées par Chester Bennington. Mais je pense que c'est une expérience qui n'est pas que à la K-pop. Je pense que la K-pop, il y a un truc très spécifique où, genre, c'est vu que, enfin, surtout en France et en Europe, c'est vu comme un truc très féminin. Donc, je pense qu'il y a un peu ce côté sororité, enfin, un peu ce truc Ouais, alternatif où il y a un truc qui se fait. Mais c'est vrai que l'expérience de, genre, d'avoir un truc commun où tu as t'as tout plein de gens qui chantent. Enfin, moi, je l'ai vécu sur un concert que bon, si je peux le dire, tant pis, mais sur mon concert de Red Hot Chili Peppers ou sur Other Side.
et où du coup j'étais là en mode Mais j'aime bien que dans le film, justement, il n'y ait pas que des fans filles. oui, bien Oui. sûr. Parce que j'aurais pas aimé justement que ce soit ah, c'est que des filles et tout. Et là, le public est vraiment mix Et de tous les âges. et de tous les âges. Et les fans à fond, il y a des fans à fond qui sont des hommes qui ont l'air très virils, mais qui pleurent sur les chansons. Enfin, j'ai trouvé que c'était une représentation agréable parce que mixte et oui, très inclusive du public. Ah, c'est malin quand on vise un public large. Hein. C'est pour ça que j'ai précisé en France et Ouais, en ouais. Europe, parce que je sais que tu vois, typiquement en Asie, c'est pas du tout le cas. Ouais. La pop, la C-pop, la J-pop, la K-pop, c'est des trucs qui sont écoutés un peu globalement par tout le monde. Et d'ailleurs, les idoles féminines, en fait, elles sont censées attirer un public masculin. Ouais. Tu vois, enfin, d'une certaine manière, il y a un peu d'hétéronormativité dans la manière dont c'est fait. Même si j'ai un clip de K-pop qui m'a été rappelé récemment qui s'appelle Peekaboo de Red Velvet où ça tue des bougs, elles attirent des mecs pour les buter dedans. Genre, Interesting. vraiment, je vous l'enverrai. Très bien, avec plaisir. La chanson est cool en plus. Enfin, genre, je pense que c'est une de mes préférées de Red Velvet. Donc, qui est pas le meilleur groupe de K-pop du monde. Si vous voulez un très bon girls band de K-pop, écoutez Mamamoo. D'accord. Vraiment, Ok. c'est génial, Mamamoo. Et en plus, il y a plus de diversité en termes de corps. Alors, ça reste des trucs de K-pop, hein, donc vous attendez pas à un truc, mais c'est plus divers en termes d'esthétique et de corps que la plupart des autres girls bands. Ok. Donc rien que pour ça, c'est chouette. Et oui, et je voulais dire aussi que franchement, leur manager, il est hyper gay Mais coded oui. aussi. Et genre, c'est vraiment pas subtil. Genre, parce qu'il y a un moment où même lui, il se met à aimer les Soulja Boys et tu sens que c'est un peu un truc, tu vois, de... Enfin bref. Donc, il y a vraiment ce truc où j'étais en mode genre, non mais c'est typiquement le manager homosexuel. Genre, vraiment, je suis désolé, c'est... Et d'ailleurs, alors pareil, enfin je disais c'est un truc de meuf en France, mais moi la plupart des mecs que je connais qui écoutent de la K-pop, c'est des mecs gays hein, aussi. Donc Ouais. c'est un truc qui, voilà, il y a sûrement des contre-exemples. Les contre-exemples, c'est pas les gens qui écoutent ce podcast qui vont me donner des contre-exemples parce que, enfin, on va pas se mentir, voilà. Mais je manifesting On ne sait les jamais. Si contre-exemples. vous êtes un contre-exemple, commentez. Si vous êtes un laissez mec message. 6-7 qui passait par là par hasard et que Vous vous êtes êtes Attiré 6-7, par le sujet, probablement. parce Vous que êtes un aimez mec la 6-7 pour l'instant. Enfin, voilà. pour l'instant. Voilà. Fin de sujet pour. Fin de. Moi, j'ai un cadeau pour Pau, pour ce sujet, qui va être une forme de transition vers des trucs que tu as notés et que tu n'as pas encore dit dans ce sujet, ou que peut-être tu gardais pour plus tard, ou que tu t'es dit que tu faisais pas finalement. Tiens, c'est pour toi. Mais j'ai un cadeau Oh, à wow. l'antenne. Alors, du coup, Jenna Bah vient ouais, moi, on me l'a d'offrir déjà une fait. boîte à Pau. Est-ce Pour que les gens c'est qui- une représentation traditionnelle coréenne? C'est possible. C'est possible. Attention. J'ai pas fait la leçon d'art. La boîte parce est triangulaire et On dirait un énorme cone Toblerone. shaped. C'est ça, on dirait un énorme Toblerone. que Netflix directement. Ce n'est plus un À énorme la Toblerone, source, maintenant ça vient de la c'est maison mère, un ouais. saucisson. C'est un saucisson vegan. Vegan. C'est un poster. Oh. Bon bah je vais faire mon petit laïus sur l'histoire de l'art alors quand même. Oh c'est trop bien. Alors du coup, description, c'est une représentation des deux animaux de compagnie de Jinwoo dans le film, donc qui sont le gros tigre bleu et la petite corneille à plusieurs yeux, mais version estampe, avec Voilà. du texte en coréen dessus. Et Je ne sais pas ce qu'il y a marqué dessus. je ne sais pas non plus ce qui est marqué dessus parce que je ne sais Et pas lire le vous me coréen. prendrez une photo et je demanderai à ma coloc parce qu'elle sait lire le coréen. Ah parfait. Waouh. Et donc, Oui. pour la petite histoire, ces deux personnages, donc les deux animaux qu'on voit dans le film, qui sont un tigre qui a une apparence un peu ridicule, avec des... Oui, je l'adore aussi, mais disons les choses. Il est volontairement parce qu'elle a l'air ridicule. bête, justement. Il a une apparence un peu ridicule, pas très digne. Il a les yeux un petit peu qui louchent.
il essaye de ramasser des pots qui tombent. Enfin, il est pas très... Il n'y a pas la lumière à tous les étages, comme on dit, de manière gentille. Et la corneille, qui, à côté de ça, est beaucoup plus calme, distinguée, qui a l'air de... Qui juge le monde entier Et avec ses juge 3 yeux. Et le tigre surtout. Enfin, et ça fait référence à un genre artistique coréen qui était une manière pour les peintres à un moment donné dans l'histoire coréenne de critiquer le gouvernement. Parce que le gouvernement était représenté généralement par un tigre. L'autorité, la noblesse, tout ça, c'était le tigre, l'animal le plus noble. Ah, si ma mémoire est bonne, le pays, Oui. la carte du pays ressemble à un tigre du à point fait. de vue des Coréens. Et donc c'était censé être les gens de la haute, quoi. Et il y a eu un courant artistique où le tigre était représenté complètement ridicule, avec des grands yeux qui louchaient, des couleurs un peu bizarres, contorsionnées, dans des poses pas du tout dignes. Et alors je sais pas en coréen comment ça se dit, mais c'était les tigres idiots. La traduction, voilà, c'était des tigres idiots. Et la corneille est censée représenter le peuple, qui juge justement le tigre, et qui est, elle, digne, hors d'atteinte. Et donc c'était une critique politique. Trop bien. C'est marrant comme on retrouve des mêmes stratégies de critique parce que La Fontaine, c'était un peu ça aussi. C'était utiliser des animaux pour faire des métaphores de la société sans avoir à critiquer directement la noblesse. Complètement. Sans avoir de problème. C'est ça. Trop bien. Mais je le note tout Merci, de suite. Sweetie. Avec plaisir. Il est très C'était beau. très mignon. C'est pour qu'il soit dans l'appartement aussi. Hein. Et donc c'est du merchandising officiel en plus. Oui. Waouh. Eh ben, on va l'encadrer. Nous allons critiquer le gouvernement. Et maintenant, une fois qu'on a parlé de tous les trucs fun là comme ça, je vais pouvoir plomber l'ambiance un petit peu. Vous raconter une histoire de mon enfance. J'ai passé mon collège dans un établissement privé catholique pour garçons. Chorale dès la 6e, en soprano. Le passage de soprano à haute contre me faisait très envie. Le sacrifice des castrats, qui accèdent au statut de star convoitée, me faisait rêver. C'était en tout cas l'image populaire de mon enfance. Il y aurait certainement un sujet à faire dessus plus tard. Notre chorale était composée de soprano et d'alto, qui sont des dénominations féminines qu'on donne aussi aux garçons prépubères, et aussi de baryton et de basse, dénominations masculines dont les rangs étaient fournis par les 4e et les 3e. En 6e, de façon quasiment obligatoire, et donc illégale, nous descendions le parcours qui mène à la communion solennelle ou profession de foi. J'étais emportée dans cette ferveur de groupe, le mélange de joie religieuse et d'intensité de cette première représentation publique de notre chorale, et je n'en retiens qu'un moment mystique et positif à la fin du mois de mai. Le reste de l'année scolaire est au second plan. Arrivée en 5e, je suis toujours soprano, à ma grande joie, et je chante en voix de tête tout ce qui me passe sous la main, en gros Michel Polnareff et Freddie Mercury. Notre chorale est comme tous les ans invité à assurer la musique pour la cérémonie de communion des 6e, et comme je suis très assidue, j'ai un des rôles de soliste dans un morceau que j'aime beaucoup. J'ai en général besoin d'aide pour les premières notes, parce que j'ai pas une oreille fantastique. J'ai pas l'oreille absolue, on peut dire j'ai une oreille très relative même. Les couplets sont très mélodieux et entraînants. Ils commencent aigus et continuent encore à monter. Pour moi, c'est un moment très important. J'ai un camarade avec qui nous nous entraînons, nous nous préparons. Lui, il est soliste sur d'autres morceaux et nous sommes les doublures l'une de l'autre. Il est petit, mignon, fluet. Je suis tellement jalouse de la facilité de sa voix. Arrive le grand jour. Nous sommes de nouveau dans cette cathédrale où Dieu était venu pour la première fois dans notre bouche un an auparavant. Le soleil du nord scintille à travers les vitraux.
Nous ne sommes plus en robe, mais en chemise blanche, pantalon noir. Je chante avec les autres, juste au moment de mon morceau. J'ai fait les 2 pas en avant, près de la magnifique chef de chœur, qui n'est certainement pas pour rien dans mon intérêt pour la musique. C'est aussi notre prof de musique. La chorale chante d'abord le refrain, en groupe, et vient le moment de mon couplet. Je sors la première note, de travers, et ma voix se brise. Je cherche un encouragement visuel auprès de ma prof, et en tant que maîtresse de cérémonie, elle fait exactement ce qu'elle devait faire. Elle pose sa main sur mon épaule. Elle me tire en arrière pour me faire retourner dans le rang avec les autres, pousse en avant mon camarade, qui commence à chanter direct. The show must go on, comme chantait Freddie Mercury seulement quelques mois avant ça. Tout ça pour dire, Rumi qui perd sa voix en public comme une métaphore de la puberté redoutée, ça me parle beaucoup. Voilà, Merci. c'était d'avoir un peu partagé ça ouf avec nous. de voir ça dans le film. Hmm. C'était encore plus ouf en fait de le voir dans le film et d'avoir très mal pour elle. Mais de réaliser qu'il m'était arrivé la même chose 2 jours après seulement. J'ai mis du temps à remonter ce souvenir. Voilà. Alors, métaphore trans ou film trans? Comme disait Louis, à un moment donné, c'est difficile de dire que c'est parallèle et c'est juste une grosse ligne. Oui. Même sur le. Enfin, ça, c'est une expérience de personnes transmasses non binaires où tu veux pas. Enfin, tu te tapes. Enfin, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Moi, chanter, c'était un coping mécanisme pour moi et depuis que j'ai mué, j'y arrive plus et enfin, bon, je l'ai pas vécu sur scène, donc moins traumatisant, mais enfin, vraiment, les moments où j'ai essayé de les ressortir des notes très aiguës que j'arrivais à taper avant, bah maintenant, en fait, genre, juste ça sort plus et du coup, bah, je suis un peu en mode. Tout. Ouais. Le moment où Rumi dit qu'elle a hâte d'être la fille que tout le monde voit, et le moment donc où elle fait le plus attention à paraître et à faire semblant et à cacher ce qu'elle est, moi j'y ai vu aussi un reflet de ce que apparemment d'autres personnes trans non binaires décrivent, ou même transmasques, le côté allez, pour une dernière fois j'essaye d'être encore plus dans le féminin à fond et ça va fonctionner. Il va y avoir un truc magique et je vais être une personne comme il faut. Oui, Ouais. on est plusieurs à avoir performé l'hyperféminité à un moment donné avant Ouais. de complètement craquer l'œuf. Hein. Ouais. Je trouvais que la lecture transfemme était la lecture évidente du film, Oui. mais qu'il y avait moyen de raconter ce film de nouveau complètement de manière transmasque. Ouais. Mm. Et je pense que j'avais pas l'énergie ou les billes, mais il y a moyen de faire une lecture Racisé. métissée et Ouais. transraciale de ce film. Mm. De manière assez simple, hein, puisque c'est assez explicite aussi là-dessus. Tout à fait. J'en ai pas parlé parce que c'est Mais pas ma c'est, place, mais Voilà, et ça aurait nécessité une autre heure dessus, donc. voilà. Mais donc Rumi, icône non binaire et film trans et voilà. CQFD, Et voilà. un de plus. On a terminé? Ben je crois. Et il ne nous reste plus qu'à aller re-regarder le film. C'était tentant tout à l'heure, hein, j'ai juste pris des notes, mais... Vous avez des choses à ajouter? Non, Choses qu'on oublie? je pense que c'est bon. D'accord. Moi, ça me va bien si on termine pas trop tard, parce que comme ça, après, je peux me lever demain matin. C'est pas mal aussi, Oui. 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 Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté avec nous, d'avoir vécu ce film et d'avoir fait cet épisode 36 d'un podcast trans. Envoyez-nous des messages. Alors, ça peut être sur Mastodon,
Ça peut être sur notre site nre.fm directement. Ça peut être dans les commentaires de Spotify ou d'Apple Podcast. Et si vous voulez nous envoyer des suggestions, des messages audio, tout est bienvenu. Et puis on se dit à bientôt. Voilà, recommandez-nous des groupes de K-pop dans les commentaires. Ah, très bonne idée. Et longue vie et prospérité. Bye. Bye bye, bonne soirée. Salut. Some people say my love cannot be true. Please believe me, my love, and I'll show you. I will give you those things you thought unreal. The sun, the moon, the stars, all by my seal.